Pues c'est vrai, autrement il y a un point. La 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 la. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce dossier de notre nouvel ami Ben Lizotte. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de toi avant qu'on se lance pour en apprendre un peu de où tu tiens peut-être l'intérêt, les compétences, nous parler de ça, ces affaires-là. All right. Dans le fond, j'ai pas mal tout le temps eu un intérêt pour les sciences de l'environnement en général. Dans le fond, quand j'étais très très jeune, plus ou moins 5 ans dans ces eaux-là, je m'intéressais bien gros à l'astrophysique, l'astronomie, tout ça. C'est parti puis c'est revenu plus tard dans ma vie, sauf on s'entend l'astrophysique et l'astronomie, tout ça, c'est les sciences de l'environnement, mais à très grande échelle. À cette heure, au fil du temps, ça s'est rapetissé entre guillemets, c'est plus à petite échelle, plus les sciences de la Terre à cette heure dans lesquelles je me suis spécialisé. J'ai 2 AEC, dans le fond un en gestion des eaux et un en méthanisation et compostage. Et après ça, j'ai fait un bac multidisciplinaire dans les domaines des sciences de l'environnement et le développement durable. OK. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Si on résume, c'est pas mal ça mon background. Merci beaucoup de venir nous parler ce soir, mon cher Ben. En gros, écognosis, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, dans le fond, c'est ça. Ton graphiste Rémi m'avait demandé pour un titre. Là, j'étais comme OK. Là, je l'ai pas cogité 1 million d'années, mais je me suis dit, bon, éco ça signifie la maison. Dans le fond, si on prend par exemple le mot écologie, c'est-à-dire c'est l'étude de la maison, les connaissances de la maison dans un sens, c'est pas mal ça que ça veut dire. OK. Là, je me suis dit, bon, écologie, ça ferait basic en tant comme nom, mais gnosis, ça veut dire connaissance, fait que c'est un mot... un made-up word, si on peut dire, là, qui s'apparente à écologie. Là, OK. Pour parler de ça, écoute, je pense qu'on peut se lancer. Hein? Merci beaucoup d'être avec nous pour la chose. Tu m'as envoyé ce fichier-là pour commencer. Ouais. Dans le fond, sûrement que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette image-là. C'est une image qui a été prise par le satellite Voyager dans les années 90. Ah, de Pale Blue Dot. Exactement, c'est ça le titre, d'où le nom où on voit la Terre qui est un petit point bleu. Ça ici, ça c'est toutes nous autres. Ouais, exactement. Ça, il y a tous les humains disponibles dans l'univers qu'on connaît là. À peu près 10 pixels. Là. Ouais. Et si je me rappelle bien, je me trompe peut-être avec ce que je veux dire là, mais si je me rappelle bien, le satellite avait même pas encore quitté le système solaire. Fait que, en tout cas, ça remet... On était sur la limite pas mal. Ouais, c'est une des dernières commandes qui ont demandé de se retourner. Ouais, et il paraît que, je pense, Carl Sagan, je pense à l'époque, qui avait vraiment beaucoup insisté pour qu'il fasse ça. Ils ont pris une chance aussi, vu que, tu sais, c'est... En tout cas, donc voilà... c'est réellement une photo de la Terre qui est prise de l'autre côté de Pluton. Là. On est loin en sacrament. Très loin. Ouais, effectivement. Ouais. Juste,
image d'introduction pour remettre les Moi, choses en moi je vais le perspective. dire en commençant de même, là, mais si j'étais le maître du monde, là, il y a le premier dossier, ce serait on fait un ascenseur là, pour pouvoir aller dans l'espace puis pitcher les produits, les eaux lourdes qui viennent de, mettons, des centrales nucléaires puis les déchets, ces affaires-là, pitcher ça dans le soleil. Ok. Et tout le monde viendrait faire comme une ride à 13, 14, 15 ans, là, puis là, on pourrait ça, c'est la Terre, là, tu sais. Vous voyez, elle est bien ronde. C'est ça. Puis il faut aussi en prendre soin parce qu'il n'y a rien d'autre. Là, tu sais, il y a pas là, on peut pas comme déménager de là ailleurs. C'est ça qu'il faut prendre soin de. Là. Ouais, ça faisait partie d'ailleurs du speech que Carl Sagan a fait en lien avec cette image-là. Avec cette image-là, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Donc ça va être une première vidéo. On écoute une première vidéo de David Louapre. Bonjour à tous, alors c'est quelque chose qui n'a pas pu vous échapper, dans quelques jours s'ouvre à Paris la COP21, la grande conférence internationale sur le changement climatique. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée. C'est assez fréquent que de la famille ou des amis me demandent si moi, le scientifique, je crois au réchauffement climatique. Alors vous savez peut-être que je ne suis pas climatologue, à la base je suis plutôt physicien, mais aujourd'hui on va justement essayer de voir comment on peut se faire une idée sur cette question en utilisant le regard du physicien. Pour commencer, on va rappeler quel est le raisonnement de base qui est généralement tenu autour de la question du changement climatique. C'est un raisonnement qui tient en 3 points. Premièrement, les activités humaines rejettent du CO2. Deuxièmement, le CO2 est un gaz à effet de serre. Et troisièmement, l'effet de serre, ça réchauffe la planète. Alors je voudrais qu'on examine un petit peu en détail chacun de ces 3 points. Vous savez peut-être que quand on brûle un combustible qui contient du carbone, comme Il du disait bois, pas ça du dans la pétrole, conférence qu'on ou bien a ici écoutée. du propane, on produit du dioxyde de carbone, le CO2, qui est rejeté dans l'atmosphère. L'atmosphère de la Terre, elle est composée d'environ 78% d'azote, 21% pas à mettre le lien, d'oxygène Floppy et Fred. environ Je vais 1% aller d'argon. chercher, voir. Alors le CO2 là-dedans, en fait, il y en a beaucoup moins que ça, et donc on ne le mesure pas en pourcentage, mais on le mesure en ppm. ppm, ça veut dire partie par million. C'est comme un pourcentage, sauf qu'au lieu d'être 1 pour 100, c'est 1 pour 1 million. Et donc actuellement, le taux de CO2 dans l'atmosphère, il est autour de 400 ppm, c'est-à-dire 0,04%. Ça, c'est la valeur aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment cette valeur a évolué au cours des décennies et des siècles passés. C'est quelque chose qu'on peut faire parce que depuis une cinquantaine d'années, on sait mesurer directement le CO2 dans l'atmosphère et on est capable de remonter beaucoup plus loin dans le temps grâce à l'analyse des bulles qui sont contenues dans des carottes de glace. Alors regardons un peu ensemble l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Merci, On va Floppy. remonter jusqu'en l'an 1000. Merci, Vous voyez qu'à Céline. cette Merci époque, et beaucoup puis pour pendant l'abonnement. plusieurs siècles ensuite, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, elle est restée autour de 280 ppm, avec quelques fluctuations à la hausse et à la baisse. Et puis, à partir des années 1850, il s'est passé un truc. Il y a eu la révolution industrielle et le taux de CO2 dans l'atmosphère a commencé à grimper. Ouais, à tel point qu'il faut que je change l'échelle de mon graphique. Ouais, en fait, il faut que je la change plusieurs fois. Et voilà, le record actuel, en 2015, il est juste au-dessus de 400 ppm. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer très longtemps sur cette Sais-tu, on est courbe. à je pense combien que vous aujourd'hui? voyez la tendance. Il faut être tout à fait clair On est sur pas un mal point. dans Cette ces courbe, on eaux-là, n'a là. absolument Dans aucun ces doute eaux-là, dessus. c'est sûr Personne que ne la ça conteste. commence. Même le plus climato-sceptique des climato-sceptiques, C'est il est obligé de catastrophique. reconnaître que c'est vraiment ça qui est en train de se passer avec le taux de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui. Ça, c'est pour le premier point. Alors avant de traiter le second, je voudrais qu'on commence par regarder le troisième. L'idée selon laquelle l'effet de serre réchauffe la planète. Il faut savoir que la Terre, elle tire quasiment toute son énergie du rayonnement solaire. Comme la surface du Soleil, elle est à environ 5500 degrés, la lumière qui nous envoie, c'est principalement de la lumière visible, de l'ultraviolet et ce qu'on appelle de l'infrarouge proche. La Terre, elle va réfléchir directement une partie de ce rayonnement, à environ 30%, et elle va absorber le reste. Merci, Et donc, c'est ça Cornelion. qui nous Merci, fournit son Céline, énergie. encore. Comme On n'est tout pas corps loin d'un réchauffé convoi. à une certaine température, la Terre, elle va elle aussi émettre du rayonnement. Mais comme elle est loin d'être aussi chaude que le Soleil, ce rayonnement-là, ça ne va pas être du visible ou de l'ultraviolet, ça va être ce qu'on appelle de l'infrarouge lointain. Vous savez, c'est celui qu'on peut voir quand on met des lunettes de vision nocturne. Alors il faut savoir que s'il n'y avait pas du tout d'effet de serre, tout ce rayonnement infrarouge lointain émis par la Terre, il repartirait dans l'espace et il ferait environ moins 18 degrés à la surface de la Terre en moyenne. Alors il n'y a pas besoin de faire de grande climatologie pour trouver ce chiffre-là, hein. C'est vraiment juste 2 lignes de calcul si on connaît la physique du rayonnement thermique. Sauf qu'on voit bien que c'est pas ça qui se passe sur Terre, hein. En réalité il ne fait pas moins 18 degrés en moyenne. La raison, c'est que ce rayonnement infrarouge lointain qui est émis par la Terre, il est fortement absorbé par les gaz de l'atmosphère et il est réémis en partie vers la Terre.
ça crée un flux supplémentaire qui contribue à réchauffer la planète, et donc c'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Et c'est grâce à cet effet de serre qu'il ne fait pas moins 18 degrés en moyenne sur la planète, mais il fait plutôt 14 degrés. Et ça, on peut trouver en 5-6 lignes de calcul. Catastrophique qui vient de s'assurer qu'on était solidement convoi. Mon cher Pascal, crooner de 70%. Vous voyez que l'effet de serre, c'est un phénomène absolument quelle tune t'as dit que incontestable. tu Il y a chantais si on se aucun rendait au débat sixième? sur sa réalité. Je peux Pas faire besoin de prendre YYZ de modèle Rush. philologique pour montrer qu'il y a de l'effet de serre, hein, c'est juste Je de t'ai la envoyé un physique. lien sur Et Messenger. d'ailleurs, heureusement même qu'il y a de l'effet de serre, puisque Si on on vient de serait voir, au- c'est ce qui au permet que la quatrième. planète soit à une température moyenne d'environ 14 degrés, plutôt que moins 18. Et donc ça évite de vivre dans un grand désert glacé. D'ailleurs, il y a une autre illustration bien connue de l'effet de Non, serre, ça c'est vient le de fait, changer. en apparence un peu Cinquième. paradoxal, que la surface de Vénus Ça va être 5e soit pour tout plus le temps chaude en maintenant. moyenne que celle de Mercure, alors que Mercure est plus proche du Soleil. Un autre défaite. Eh bien, c'est Ça parce va que bien. l'atmosphère de Vénus, elle est composée à 96% de CO2, qui crée un effet de serre énorme. Tout ça nous amène au second point que j'ai pas encore examiné, le fait que le CO2 soit un gaz à effet de serre. C'est vrai ça, pourquoi le CO2 et pas l'oxygène par exemple? Qu'est-ce qui Moi, fait je qu'un serais gaz très donné curieux est un gaz à d'entendre effet de serre? YYZ Eh ben, chanter on l'a vu par tout à l'heure, pour qu'il y ait effet de serre, il faut que le rayonnement infrarouge lointain puisse Jeweler être de absorbé par 70%. l'atmosphère. Alors sans rentrer dans les détails, pour qu'un gaz puisse absorber les infrarouges, il faut qu'il soit composé de au moins 3 atomes dans sa molécule. Ou alors éventuellement seulement 2 atomes, à condition que ce soit 2 atomes différents. Bon, donc le CO2, il a 3 atomes, hein, donc c'est un gaz à effet de serre. L'oxygène et l'azote, eh ben non, ils sont tous les deux composés de 2 atomes identiques. Le méthane, CH4, bah oui. L'argon, un seul atome, donc non. L'ozone, O3, 3 atomes, donc oui. Et oui, l'ozone, dont la couche nous protège des UV, c'est aussi un gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, tous les gaz CFC, ceux qui justement détruisent la couche d'ozone, sont aussi des gaz à effet de serre. Et puis, la vapeur d'eau, H2O. Bah oui, 3 atomes, la vapeur d'eau, donc la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Et c'est même un des plus puissants. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi on nous emmerde avec le CO2 et qu'on nous parle jamais de la vapeur d'eau. C'est vrai quoi, si je me fais bouillir de l'eau pour faire un thé, est-ce que je contribue à augmenter l'effet de serre et à réchauffer la planète? Eh ben non, en fait. Il y a une raison pour ça et c'est vraiment important de la comprendre. On ne peut pas durablement modifier la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère. Et la raison pour ça, c'est que la vapeur d'eau de l'atmosphère, elle est en équilibre avec les océans. Si on essaye d'augmenter artificiellement la concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère, par exemple, je sais pas, on se met tous à se faire des thés et à prendre des grandes douches chaudes tous ensemble, eh ben en quelques jours, l'océan aura absorbé tout le surplus et la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère sera revenue à sa valeur normale. Donc oui, c'est vrai, la vapeur d'eau est un des plus importants gaz à effet de serre, mais on ne peut pas durablement modifier sa concentration dans l'atmosphère. Contrairement au CO2 qui, on l'a vu, lui, s'accumule dangereusement. Bon, donc si on revient sur nos 3 points, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun doute et aucun débat sur le mécanisme du réchauffement climatique. Hein. C'est même pas de la climatologie, c'est vraiment juste de la physique. Et c'est même pas de la physique super compliquée. Bon, donc là, j'espère vous avoir convaincu que le raisonnement, il est absolument incontestable. Hein. Sauf que sur des questions aussi sérieuses que ça, on ne peut pas se contenter d'un raisonnement qualitatif. Hein. Ok, le mécanisme est là, ça c'est clair, mais en chiffres, ça fait combien ? On a vu tout à l'heure que le taux de CO2 dans l'atmosphère, il était d'environ 280 ppm avant la révolution industrielle. Depuis, il a augmenté de quasiment 50%. Ce CO2 supplémentaire qui a été balancé dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, il provoque un effet de serre plus gros que ce qui devrait être naturellement. Et pour quantifier ça, on va essayer de mettre ça sous la forme d'un surplus de rayonnement qui est dû à cet effet de serre additionnel. Alors avant de parler du surplus de rayonnement, on va déjà voir ce que le Soleil nous envoie déjà à la base. Si vous vous mettez juste au-dessus de l'atmosphère et que vous vous tournez vers le Soleil bien de face, vous allez recevoir un flux d'environ 1366 watts par mètre carré. Donc ça, c'est la valeur maximum. Sauf qu'il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est qu'un endroit donné de la Terre, il ne va pas être en permanence juste face au Soleil. Beaucoup, Keto. Son orientation va changer et en plus, en moyenne, il sera la moitié du temps dans nous amener la à la nuit. prochaine. Donc la puissance moyenne Avec qui va le rire effectivement d'Anna. être reçue sur chaque mètre carré de la Terre, c'est seulement un quart de la valeur maximale. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que, on l'a dit, la Terre va réfléchir directement environ 30% de ce rayonnement. C'est ce qu'on appelle l'albédo. Au total, si on fait le calcul, on trouve que la Terre reçoit un flux solaire moyen d'environ 240 watts par mètre carré. L'effet du CO2 qui a été accumulé dans l'atmosphère par rapport au niveau Est-ce qu'il qu'on y avait avant la va entendre révolution industrielle, YYZ il karaoké? équivaut à un surplus de rayonnement d'environ 2 watts par mètre carré. Et puis si on ajoute les autres gaz à effet de serre, le total c'est à peu près 3 watts par mètre carré. Ce surplus de rayonnement, on appelle ça le forçage radiatif.
Un forçage radiatif de 3 watts par mètre carré, ça veut dire que c'est comme si le soleil, au lieu de nous balancer 240 watts par mètre carré, il nous en balançait 243. Donc en gros, c'est comme si le soleil brillait 1% plus fort. Alors ça paraît pas grand chose, mais c'est quand même ça qui menace de tout changer. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a un argument climato-sceptique classique qui dit que le réchauffement qu'on observe actuellement, il ne serait pas dû aux gaz à effet de serre émis par l'homme, mais il serait dû aux variations naturelles de la puissance du soleil. Alors c'est vrai, la puissance que le soleil émet, elle varie naturellement selon des cycles. Responsable de Et rien, on peut jamais même la nous mesurer. autres. Vous voyez la courbe ici, et en fait derrière le chiffre Tout le moyen temps du d'environ soleil. 1366 watts par mètre carré que je vous donnais tout à l'heure, se cachent en fait des variations de plus ou moins 0,5 watts par mètre carré, selon un cycle qui dure 11 ans. Ça c'est pour la puissance maximale, hein. Une fois qu'on a pris en compte la division par 4 et puis l'albédo de 30%, il reste moins de 0,1 watts par mètre carré de variation au niveau du sol. Donc le forçage radiatif dû au cycle solaire, c'est 0,1 watts par mètre carré. Et on a vu que le forçage radiatif dû aux gaz à effet de serre émis par l'homme depuis la révolution industrielle, c'est 3 watts par mètre carré. Bon bah voilà, il n'y a pas de comparaison. Merci Bien, beaucoup, donc on a vu que Telesphore. l'effet des gaz à effet de serre qui ont été émis par l'homme depuis la révolution industrielle, ça équivaut à un forçage radiatif d'environ 3 watts par mètre carré. Maintenant, la question, c'est quel impact ça va avoir sur la température moyenne à la surface de la Terre. Donc si on ajoute ces 3 watts par mètre carré dans notre modèle tout simple qui tient en quelques lignes, on trouve que cet effet de serre supplémentaire provoque une hausse d'environ 1 degré de la température à la surface de la Terre. Bon, dit comme ça paraît pas grand-chose 1 degré, hein. Oui, sauf que ça, c'est pour les valeurs actuelles de concentration des gaz à effet de serre. Si on continue à en rejeter comme si de rien n'était, évidemment, ça va augmenter. Et puis, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est la vapeur d'eau. Alors oui, je vous ai dit tout à l'heure, la vapeur d'eau, c'est le plus important des gaz à effet de serre, sauf qu'on ne peut pas modifier sa concentration dans l'atmosphère. Sauf qu'il y a un truc qui permet de modifier sa concentration. C'est si on augmente la température. Puisque je vous ai dit, le fait que la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère soit stabilisée, c'est lié à son interaction avec l'océan. Sauf que vous savez peut-être que l'air chaud peut contenir plus d'humidité que l'air froid. Et donc si la planète se réchauffe, On est il va encore pouvoir en y avoir convoi, plus de mesdames, vapeur d'eau dans messieurs. l'atmosphère. Merci beaucoup. Et donc si la température Est-ce qu'on augmente va- à est-ce qu'on cause va de se l'effet de serre du rendre CO2, au cinquième? l'atmosphère Ouh! va pouvoir stocker plus de vapeur d'eau qui va provoquer plus d'effet de serre, qui va encore accroître le réchauffement. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Alors on dit rétroaction positive parce que le phénomène se renforce lui-même, hein, il s'auto-aggrave. Évidemment pour nous c'est pas positif du tout, hein. Alors des rétroactions positives de ce genre-là, il y en a d'autres. Par exemple si la banquise se met à fondre, eh ben, la Terre va réfléchir moins de rayonnement solaire, donc va en absorber plus, ce qui va contribuer encore à aggraver son cas. Alors ces rétroactions positives, on pourrait imaginer qu'elles conduisent à un phénomène d'emballement, où le réchauffement s'entretient lui-même et la Terre se réchauffe de plus en plus. On pense que c'est ce qui s'est d'ailleurs passé sur Vénus. Heureusement, les spécialistes estiment que c'est peu probable que ça se produise pour nous. Une des choses qui nous fait dire ça, c'est qu'il y a des centaines de millions d'années, l'atmosphère de la Terre contenait 5 à 10 fois plus de CO2 que ce qu'elle a aujourd'hui, et les températures étaient vraisemblablement supérieures d'au moins 5 degrés. Et pourtant, la planète s'en est remise. Ça veut dire qu'en plus des rétroactions positives, il existe aussi des rétroactions négatives, c'est-à-dire des mécanismes qui viennent freiner et contrebalancer le phénomène d'effet de serre. Il y a par exemple les nuages, hein, on sait que si la concentration en vapeur d'eau augmente, la quantité de nuages peut augmenter et qui contribue à renvoyer une partie du rayonnement solaire et Merci, donc à nuages. modérer le réchauffement. Sauf qu'estimer la contribution exacte On de est ces en train rétroactions d'écouter négatives, c'est Science, assez s'il vous difficile. plaît. Et la meilleure manière qu'on ait de le faire, c'est de faire des modèles très détaillés qui prennent en compte l'atmosphère, les océans, les courants, etc. et de simuler tout ça. C'est ce qu'on appelle un modèle de circulation générale. Alors oui, c'est vrai, quand on utilise ces modèles, il y a des incertitudes. C'est lié notamment au fait que tous les modèles ne prennent pas en compte de la même manière les effets de ces rétroactions Science positives et étonnante, négatives. désolé. Et du coup, quand on simule une situation donnée avec tous les modèles, eh ben, ils ne donnent pas les mêmes augmentations de température. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un scénario donné Aïe, d'émission, merci pour le et convoi, chaque les ligne bleue amis, c'est représente super la prédiction apprécié. d'un modèle. Il y a 42 modèles, et donc ils font toute une prédiction différente, et il y a une incertitude Aïe, sur On a l'élévation de la failli se température à la rendre, fin. on était à 35%. Ça vient des rapports du GIEC. Hein. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois, Oh. les résultats du GIEC sont totalement transparents sur le fait qu'il existe des incertitudes de modélisation. Elle paume, mais Mais bon, franchement, vous trouvez que ça change le message? En gros, on a un phénomène qui, je le répète, sur le plan physique est absolument incontestable. Hein. Les humains c'est quand que émettent ça du dit que CO2, les le plantes CO2 qui ont est un besoin gaz de à effet CO2 serre, puis que c'est l'effet de bon serre dans le fond. réchauffe la planète. ouais. Les seules choses qui restent en suspens, c'est de savoir si, avec un peu de chance, les rétroactions négatives vont pas être un petit peu plus bénéfiques que ce qu'on s'imaginait avant. On va prendre une analogie. Vous voulez sauter par la fenêtre du 6e étage.
La physique de base est assez claire sur ce qui va se passer. Vous allez tomber et puis au niveau du sol, vous allez vous écraser. Sauf qu'il y a quelques incertitudes parce que ça se trouve, si vous sautez du 6e, au 5e, il y a un balcon un petit peu plus long qui va vous rattraper. Ou bien, une fois arrivé au niveau du sol, en fait, il y a un gros tas de poubelles et vous allez atterrir sur le tas de poubelles qui va freiner votre chute et vous allez vous en tirer. Donc oui, bon, il y a quelques incertitudes. Tu viendras nous voir un vendredi, je t'arrangerai ça. C'est quand même pas sûr. Du coup, vous faites quoi? Vous sautez quand même? J'espère que mon message il est clair. Hein. Oui, c'est vrai, il y a des incertitudes sur l'augmentation de température exacte qu'on va avoir du fait de tous les gaz à effet de serre qu'on rejette dans l'atmosphère. Ce que vous voyez là, par exemple, c'est les simulations du GIEC pour le scénario où essentiellement on se tourne les pouces et on fait rien. Et vous voyez la courbe moyenne et vous voyez les incertitudes liées au modèle. Et donc, il subsiste un doute pour savoir si, en 2100, on sera effectivement à 3 degrés de plus parce que les rétroactions négatives auront été plutôt favorables, ou bien au contraire, on sera à 5 degrés de plus. Alors, on sera probablement quelque part entre les deux, mais c'est pas parce qu'il subsiste des incertitudes qu'il faut rien faire. Hein. C'était le sens de mon analogie du saut par la fenêtre. Vous savez, on parle souvent de sauver la planète. Mais en fait, c'est pas vrai. Hein. La planète, elle s'en fout. Hein. La planète, elle va s'en remettre. Hein. Je vous ai dit, il y a déjà eu des périodes de l'histoire de la Terre où il y avait 5 fois plus de CO2 et où il faisait 5 degrés de plus. Et la Terre, elle s'en est très bien tirée. Hein. D'ailleurs, c'était même des époques assez sympas. Par exemple, c'était le cas au Jurassique, hein, vous savez, l'époque où il y avait notamment les dinosaures. Non, la Terre, elle va s'en remettre. Hein. Non, si le changement climatique dont on parle aujourd'hui se produit réellement, il y a une espèce qui va morfler surtout, c'est nous. Voilà. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire la leçon, hein, je pense que vous la connaissez. Il faut qu'on fasse tous des efforts pour essayer de consommer moins d'énergie et en particulier moins d'énergie fossile. Mais quand même, c'est pas sûr que ça suffise. Je pense que la science et la technologie vont aussi avoir leur rôle à jouer là-dedans. Et en tant que vulgarisateur scientifique, c'est un peu là-dessus que j'avais envie de finir. Je crois qu'il faut aussi que les sociétés dans lesquelles on vit fassent des efforts collectifs pour essayer d'encourager la recherche scientifique qui permettra peut-être de produire des technologies pour consommer moins d'énergie. Ou alors produire de l'énergie plus propre. Donc, je sais pas moi, des panneaux photovoltaïques qui seraient plus efficaces. Ouais, c'est cousin normal. Ou bien quelque chose autour de l'hydrogène ou de la plus fusion beau, nucléaire, plus j'en jeune, sais plus rien. fraîchier. Mais en tout cas, ce qui est oui, sûr, normal. c'est que ça va pas s'inventer tout seul. Bref, prenez le vélo, prenez les L'adrénochrome, ça serait mais une bonne n'oubliez pas source aussi, je d'énergie sais pas, viable. d'écrire à votre député pour lui dire de soutenir la recherche en L'adrénochrome. sciences et en technologie parce que c'est aussi une des clés du problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. On va y surtout laisser si sa vous avez petite des amis publicité. qui ne croient pas vraiment au réchauffement climatique. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Hein, c'est les meilleurs endroits pour avoir des infos sur la chaîne. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Merci infiniment à tous les tipeurs qui me soutiennent. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui s'appelle Science Étonnante. C'est assez Merci, à capoté, bientôt. pareil, à quel point c'est compliqué de juste d'aller là. Genre, il y a tellement de monde qui sont esclaves de leur confort puis de leurs idées, puis il y a même un écosystème de désinformation, de monde qui peuvent payer le loyer grâce à la bullshit climatique. C'est quand même assez navrant. Un très bon clip de M. David. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à notre prochain clip? Peut-être un petit résumé, un take lysotéen là-dessus? Ben, dans le fond, il va y avoir d'autres vidéos qu'on va voir sur la climatologie, notamment le ratio oxygène 18, oxygène 16 qui vient bien complémenter ça. La vidéo risque de parler d'elle-même. Je vais laisser ça aller pour l'instant. Alright, parfait. Je redouble-clic. Pour aujourd'hui, une petite capsule pour parler du thermomètre isotopique ou delta O18. Donc en fait, dans l'atmosphère, il existe deux isotopes de l'oxygène. Ah non, c'est pas le bon. L'oxygène Je me suis léger, trompé. O16, ultra. Désolé. Oui, ok, Hi, ouais, ça. This is Bill Putman. Bon, là, la I'm a vidéo est climate en anglais. scientist at là. NASA's Goddard Space Ce qu'on Flight voit en ce moment, c'est l'histoire. Ouais, ok, ouais, good. Merci. Il va l'expliquer au fur et à mesure, mais bon, quand même, juste pour être clair. Ce qu'on va voir varier sur une année, c'est le CO2 qui varie en une année dans l'atmosphère. OK. Cette année-là étant l'année 2016, comme on peut voir en bas à gauche. C'est beaucoup relié à ce qui s'appelle la courbe de Keeling en climatologie, c'est-à-dire que la majorité des plantes qui sont décidues, c'est-à-dire les plantes feuillues, qui perdent leurs feuilles à l'automne, OK. sont dans l'hémisphère nord, dans les forêts décidues, la majorité. Oui. Ce qui fait que quand vient l'automne dans l'hémisphère nord, ben là, il y a moins de photosynthèse, donc il y a moins de CO2 qui est séquestré par les plantes. Donc, il y a plus de CO2 dans l'air. Exactement. Ouais. Les concentrations de CO2 dans l'atmosphère augmentent temporairement.
Et quand vient le printemps, ben là, les plantes décidues feuillues refont leurs feuilles. Et là, au contraire, il y a une séquestration de CO2. Et ça varie comme ça de manière plus ou moins cyclique annuellement. Et je serais presque tenté de montrer la courbe de Keeling. Après, je ne l'ai pas inclus dans la présentation, mais on checkera après si on a le temps, si vous voulez. Bien sûr. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. Comme vous pouvez voir, les concentrations de About CO2 dans half of the l'atmosphère carbon augmentent. dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the northern hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is Et controlled by the large-scale weather patterns si vous within the observez global proche de circulation. l'équateur, ouais, si tu peux laisser aller la vidéo, je l'explique au fur et à mesure, on va avoir une image. Comme vous pouvez voir, ça fait comme un pouls. Après de l'équateur, c'est pas uniquement ça augmente une fois, puis ça diminue une fois annuellement. Le cycle à l'équateur, pour diverses raisons avec les plantes, il y a certaines régions dans l'équateur où le cycle est journalier. OK. Wow, ouais. Comme là, on est en juin, fait que comme vous pouvez voir depuis quelques jours, quelques semaines à peu près dans la vidéo, ben là, les concentrations en dioxyde de carbone diminuent. Dans l'hémisphère nord. Puis, ben oui, tu vois, ça vient gris. Là. Ouais, exact. C'est beaucoup This is moins a gas rouge, that's beaucoup both moins harmful orange. to the environment and to humans. During On the est summer en months, juillet, donc plumes of carbon pas monoxide mal le milieu stream de from l'été de fires l'hémisphère in nord, Africa, fait que South America, and Australia, on peut voir que les contributing to high concentrations concentrations in the diminuent atmosphere. considérablement. Ah ouais, c'est donc bien cool. Mhm. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to Là, on accumulate est in the au mois de atmosphere. septembre. Exact. Fait que là, Although this l'automne va change is bien expected, être en train we're seeing va higher lentement concentrations commencer of et carbon on va dioxide voir accumulate in the atmosphere each year. commence à voir dans certaines This is régions contributing to the long-term trend les of concentrations de rising CO2 global qui temperatures. commencent à réaugmenter. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations and atmospheric models like GEOS 5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe. Donne une idée qualitative de la chose, dans le fond. Salut Yano. Ah ouais, ok, c'est que ton clip était terminé. Wow, 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 wow. Je suis en train d'essayer de downloader un clip sur la courbe de Keeling on the side. Ok. Sinon, une image Google, si tu veux, je peux le vulgariser. Ben, en fait, tu ton téléphone, tu m'enverras le lien que tu veux pendant qu'on écoute le prochain clip. Comme ça, on va garder Keep the Things Moving. On s'en va vers le thermomètre isotopique. Pour aujourd'hui, une petite capsule pour parler du thermomètre isotopique ou delta O18. Donc en fait, dans l'atmosphère, il existe deux isotopes de l'oxygène, l'oxygène léger O16 ultramajoritaire et l'oxygène lourd O18. Ces deux isotopes de l'oxygène entrent dans la composition de l'eau. J'aurai donc de l'eau légère avec l'oxygène 16 et de l'eau lourde avec l'oxygène 18. Au moment du cycle de l'eau et de l'évaporation sur les océans, l'eau légère va s'évaporer plus facilement que l'eau lourde. Dans les nuages qui se forment, je vais donc avoir un déficit d'eau lourde qu'on va noter delta O18, moins 10 pour 1000. Lorsque ces nuages se déplacent vers les pôles, la température diminuant, il va y avoir des précipitations, mais il va y avoir surtout une précipitation préférentielle de l'eau lourde, ce qui fait que le delta O18 va encore diminuer.
Lorsque j'arrive au niveau des pôles, la neige qui tombe ne contient pratiquement plus de O18 et aujourd'hui, nous avons un delta O18 de moins 40 pour 1000 avec les températures actuelles. Mais au cours des temps géologiques, il y a eu des périodes froides et des périodes chaudes. Lors des périodes froides, j'ai très peu d'évaporation. Donc le seul eau qui s'évapore va être principalement de l'eau 16, ce qui fait que les glaces déposées au niveau des pôles vont être très pauvres en O18. Le delta O18 peut être de l'ordre de moins 50 pour 1000 par exemple. Par contre, en période chaude, l'eau lourde et l'eau légère vont s'évaporer, donc les glaces vont recevoir de la neige qui contient de l'eau 18, et cette fois-ci, je peux avoir un delta O18 aux alentours de moins 30 pour 1000. On va donc, grâce à cela, pouvoir construire un thermomètre isotopique, c'est-à-dire que si je connais le delta O18 d'une glace, je vais connaître la température à laquelle cette glace s'est déposée. Oh, wow! Dans les océans, on va obtenir, le delta O18 va aussi nous être très utile dans les carottes sédimentaires. En effet, quand on creuse et qu'on obtient des forages, on obtient des carottes comme celle-ci au fond d'écran, et dans ces carottes, on trouve des petits animaux qui s'appellent les foraminifères. Ces foraminifères sont d'excellents fossiles stratigraphiques, car ils ont vécu assez peu de temps. Donc si je trouve cette espèce, par exemple, je sais qu'elle date du Paléogène. Or, les foraminifères sont aussi des petits coquillages, dont composés de calcaire CaCO3. Donc en analysant ces coquillages, on va encore retrouver les isotopes O18 et O16 et on va donc pouvoir connaître la température de l'océan dans lequel ils vivaient. En espérant que cette petite capsule ait été utile. À bientôt. Wow, c'est donc bien capoté, ça. C'est quoi ça, la différence O18, O16? Ouais, en gros, comme je disais, en gros, en chimie, tu as des éléments qui sont plus communs que d'autres. Par exemple, l'oxygène 16, c'est qu'il y a 8 protons, 8 neutrons. Okay. 8 plus 8, 16. Mais tu as aussi des isotopes, c'est-à-dire... Avec 2 neutrons de moins ou un neutron de moins. C'est ça. Okay. C'est ça, le même nombre de protons, mais avec des nombres de neutrons qui varient. Puis, fait que c'est ça. L'oxygène 18, c'est ça, comme il expliquait, c'est relié à ça. La variation en concentration d'oxygène 18 révèle les concentrations passées parce que une eau qui a plus d'oxygène 18 est plus lourde, entre guillemets. Ben ouais, il y a plus de neutrons, puis le fait que là, elle lève moins facilement. Ouais, c'est-à-dire que, mais dans les temps chauds, elle va plus se déplacer parce qu'il va y avoir plus d'évaporation, puis c'est ça qui va se ramasser dans le corps. Ben ouais. Wow, tu as-tu montré à Marc-Alain, ça? Off, il a déjà tout compris, c'est nous autres qui sont capables. Et là, tu m'as demandé la courbe de Keeling. Oui. On peut parler de ça avant le prochain clip. Oui, c'est juste un quick comeback sur la vidéo qui montrait les variations de concentration de CO2 sur une année par la NASA. Comme on a vu, les variations de CO2, comme on disait, comme c'était expliqué tantôt, augmentent pendant l'automne et l'hiver quand les plantes décidufeuillues perdent leurs feuilles. Ouais. Fait que là, les concentrations en CO2 augmentent. Et ensuite, au printemps et pendant l'été, c'est ça exactement, c'est de ça que ça démontre. Pendant le printemps et l'été, là, le CO2 est séquestré à nouveau, fait que ça zigzague. Mais comme on peut voir, ça zigzague à la hausse, puisque les concentrations de CO2 dans l'atmosphère augmentent à cause des activités humaines. Donc, c'était juste ça, un quick look que je voulais montrer. Il appelle ça courbe de Keeling, mais c'est comme une manière de résumer l'évolution de la concentration de CO2. Là. Exactement. On voit que les pics changent ici, il y a plein de petits points rouges autour. Ouais. Ça serait comme ces affaires-là ici. Ouais. Mais fond, au final, ça continue à monter. Ouais. Dans le fond, quand il y a dans le zigzag qui va en augmentant, quand ça descend et ça remonte, ou quand ça monte et ça redescend, comme vous voulez, ça représente une année finalement. Ouais, voilà. OK. Wow, c'est pas mal cool, ça. Merci beaucoup. Fait que on peut s'en aller maintenant. Un clip, ça s'appelle Pédologie. Claude Bourguignon. Donc, je vais rapidement parler de mon parcours. J'ai un parcours un petit peu spécial, puisque je voulais pas du tout faire de l'agronomie. À l'âge de 14 ans, j'ai fondé avec des copains du lycée Montaigne, le groupe ornithologique parisien. Je travaillais avec le VVF. On a commencé à créer des réserves, et donc je voulais travailler dans l'écologie. J'ai donc fait une maîtrise en physiologie et zoologie à l'université de Paris. Et puis c'est en travaillant sur des comptages de tigres dans l'Himalaya que j'ai vu, première fois de ma vie, j'ai vu des hommes mourir de faim. C'est fascinant. J'étais un gamin de l'après-guerre, je ne savais pas ce qu'était la famine. Et je me suis dit, on ne peut pas protéger les tigres s'il y a des gens qui meurent de faim. Donc je suis rentré des Indes et je me suis présenté à l'agro. J'ai été reçu. Pas comment, coup de peau quoi. Bon, c'est vrai que j'avais des publications depuis l'âge de 14 ans, donc c'est peut-être ça qui a fait qu'ils m'ont permis de rentrer. Et là, j'ai découvert un monde de fous
On nous apprenait à donner de la viande aux vaches pour augmenter la production laitière. On nous apprenait l'art d'entasser les pauvres bêtes dans des conditions infernales, les surcharges d'azote et tout. J'ai dit, mais ils sont fous alliés, ces gars-là. Donc j'ai décidé en 3e année de rentrer en microbiologie des sols, de reprendre le sol à la base. À l'époque, il y avait encore à l'agro une chaire de microbiologie des sols. Et coup de chance, au moment où je suis arrivé, Monod, le prix Nobel, venait de devenir directeur de l'Institut Pasteur. Et première chose qu'il a fait quand il est arrivé, il a supprimé le labo de microbiologie des sols en disant que la microbiologie des sols, ça servait à rien. Et donc, les 3 chercheurs, Kaiser, Tardieu et Pochon, n'avaient plus de laboratoire, ils ont été foutus à la porte, et ils ont été reçus dans le laboratoire de microbiologie des sols de l'agro. Et donc, je me suis retrouvé avec 3 professeurs prêts de partir à la retraite, et j'ai redécouvert le bon sens. Des hommes qui m'ont appris que c'était les mycorhizes qui donnaient le phosphore aux plantes, que c'était les sulfobactéries qui donnaient le soufre, etc. Et j'ai eu à ce moment-là, pendant ma 3e année, en plus j'étais tout seul, donc j'ai terminé premier dans ma spécialité, ce qui était quand même pratique, et j'ai eu tout seul un cours particulier. Et ensuite, en sortant de l'agro, en microbiologie des sols, il n'y avait qu'un seul labo, c'était Dijon. Et c'est là que j'ai rencontré Lydia. Lydia travaillait sur la qualité des aliments et moi je travaillais sur la qualité des sols. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et comme l'INRA à l'époque ne voulait pas entendre parler de l'agriculture biologique et qu'avec Philippe Desbrosses on se rencontrait régulièrement en catimini, parce que c'était strictement interdit par l'INRA de travailler sur la biologie, donc j'ai commencé à passer pour une mauvaise tête à l'agro. En plus j'ai fondé un collège d'agriculture biodynamique à Malval avec des copains scientifiques. Donc l'INRA a voulu qu'on arrête ce collège en disant que c'était scandaleux, que je tachais l'image de l'INRA. Donc j'ai passé vraiment pour quelqu'un de pas gentil. Donc avec Lydia, on a décidé de quitter l'Institut. On a fondé notre laboratoire en 1989, qui est donc un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Depuis 1989, nous avons analysé plus de 12 000 sols à travers le monde, dans à peu près toutes les écologies de la planète. Donc sans me vanter, je peux commencer à vous dire comment ça marche un sol. Alors je vais parler comment marche un sol dans nos régions. Dans nos régions, la France, avant que nous la cultivions, était couverte à 90% de forêt. Et comment ça marche un sol? Comment un sol fait pour fonctionner pendant des milliers d'années sans être dégradé? Et dès que la main de l'homme y met les pieds, elle casse tout. Donc pourquoi l'homme casse les sols alors que la nature sait les faire pousser pendant des milliers d'années? Pour vous donner une idée, le plus vieux modèle biologique que nous connaissons, c'est la forêt de Bornéo. C'est une forêt qui a 150 millions d'années, qui reçoit entre 3 mètres et 9 mètres d'eau par an et qui continue à faire pousser les plus grands arbres du monde, les diptérocarpus, qui font 80 mètres de haut. Imaginez que la nature laisse passer un petit peu d'azote. Nous, on laisse partir 150 millions d'années de forêt. Imaginez que la nature laisse passer, je sais pas moi, 1 millième d'azote, mais en 150 millions d'années, il n'y aurait plus rien sur Bornéo, ce serait un désert. Or, c'est pas un désert, c'est la forêt la plus riche du monde. Alors comment ça marche? Comment le système vivant fait pour fonctionner? Il fonctionne de la façon suivante. L'arbre, c'est le maître des sols. C'est pour ça que les anciens, quand ils ont, après avoir ruiné les sols d'Europe, ont réussi à créer l'équilibre agro-silvo-pastoral au XIXe siècle, ont arrêté la famine en Europe, c'est qu'ils avaient inconsciemment, tout à fait empiriquement, reconstitué l'arbre, réinjecté l'arbre dans la forêt. C'était sous forme, dans l'agriculture, c'était sous forme de haie, mais l'arbre est indispensable. Alors comment ça marche en forêt? Ça marche de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber des feuilles mortes et des branches mortes sur le sol. Ces branches vont être attaquées par une faune qu'on appelle la faune épigée. Cette faune va manger tous ces bouts de bois, toutes ces feuilles, et va faire des crottes. Ces crottes, c'est quoi? C'est de la matière organique broyée en éléments très très fins, qui va permettre donc aux seuls organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, qui sont les champignons, les basidiomycètes, vont leur permettre d'attaquer ces crottes et de les transformer en humus. Donc, ce qui est intéressant dans le système vivant, c'est que vous pouvez remarquer que la fabrication d'humus se fait à la surface du sol. Moi, je suis d'accord, Jean. Le labour est une machine de destruction massive des sols, c'est qu'elle met la matière organique sous le sol. Ce qui est une absurdité, c'est que les animaux ne vivent pas sous le sol, les épigés ils vivent à la surface du sol. Les arbres, eux, ils vont s'adapter à ce système très astucieux, ils vont faire un double enracinement. Vous avez vu avec l'ouragan de 99, des arbres arrachés, hein. Ils ont un enracinement horizontal qui est sous la matière organique. On peut se dire, mais pourquoi les arbres ont développé ce réseau de racines horizontales sous cette couche de matière organique? C'est qu'au printemps, les humus qui ont été formés pendant l'automne et l'hiver par les basidiomycètes vont être minéralisés quand le sol va se réchauffer par les bactéries. Les champignons font l'humus, les bactéries minéralisent. En minéralisant, elles vont libérer du nitrate, du phosphate qui va descendre avec l'eau de pluie. Et là, il y a les racines horizontales de l'arbre qui va récupérer le nitrate, le phosphate et qui va le renvoyer dans la frondaison. Ah, wow. Le système sol plante est fermé dans la nature. Il n'y a pas de fuite. C'est pour ça que les nappes phréatiques sont propres sous les arbres. C'est que l'arbre, il a mis ses racines sous la matière organique. La grande bêtise de l'agriculture, c'est qu'elle laboure et elle met la matière organique sous les racines. Donc le temps que les racines arrivent, c'est minéralisé, vous envoyez dans les nappes. Donc première leçon, ne jamais enfouir de matière organique dans un sol. La nature nous le dit, il suffit de regarder le livre. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système d'enracinement qu'on appelle le pivot, système pivotant. Ce système pivotant va descendre jusqu'à la roche-mère. Là, il y a deux solutions. Où la roche-mère est fissurée, l'arbre va continuer son chemin.
Alors, record d'enracinement sous chêne en Europe, 150 mètres de profondeur, sous orme, 110 mètres, sous merisier, 140 mètres. Bon, on ne s'amuse pas à faire des trous de 150 mètres, hein, c'est les spéléologues qui nous rapportent des racines du fond des grottes et ils nous disent, au fond des grottes, on voit les racines qui pendent à la surface et il y a de l'eau qui ruisselle. L'arbre est le seul organisme vivant du monde qui est capable de prendre l'excédent de l'eau de pluie, de l'envoyer le long de ses racines dans lequel il va absorber tous les éléments nutritifs et d'emmener cette eau pure dans la nappe phréatique. C'est pour ça que l'arbre est indispensable dans le fonctionnement de cette planète, c'est qu'il est le seul capable de remplir la nappe phréatique. À cette profondeur-là, la racine de l'arbre est en contact avec le monde minéral. Qu'est-ce que va faire la racine de l'arbre? Elle va sécréter des acides. Vas-y, répète. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est une des raisons du pourquoi, quand on fait de la déforestation, que ça peut causer, dans certains cas, des inondations, c'est que l'eau s'évacue plus vers les nappes phréatiques, ou moins, en tout cas, du moins. Fait que, c'était juste ça que je voulais dire. Ben, c'est important. C'est important. Capable de prendre l'excédent de l'eau de pluie, de l'envoyer le long de ses racines, dans lequel il va absorber tous les éléments nutritifs, et d'emmener cette eau pure dans la nappe phréatique. C'est pour ça que l'arbre est indispensable dans le fonctionnement de cette planète, c'est qu'il est le seul capable de remplir la nappe phréatique. À cette profondeur-là, la racine de l'arbre est en contact avec le monde minéral. Et qu'est-ce que va faire la racine de l'arbre? Elle va sécréter des acides, elle va attaquer le caillou et elle va le transformer en argile. Donc ce qui est intéressant, puisque le sol est un complexe argilo-humique, c'est que l'humus est fabriqué en surface grâce au travail des champignons et de la faune épigée, et les argiles sont fabriquées en profondeur par l'attaque des racines des arbres au contact du monde minéral. À cette profondeur, il y a des racines qui meurent, de nouvelles racines arrivent. Et il existe heureusement une faune qui se nourrit de racines mortes, qui nettoie toutes ces racines mortes, qui va libérer de nouvelles galeries pour les racines suivantes. C'est ce qu'on appelle la faune endogée. Alors on retrouve les mêmes groupes qu'en surface, des colamboles, des acariens, des vers, sauf qu'ils sont petits, aveugles, et leur boulot, c'est toujours de nettoyer des racines. Pour vous donner une idée du travail de cette faune endogée, un blé fait 200 km de racines et 5000 km de poils absorbants. Un blé, hein. Nous en mettons 200 au mètre carré, c'est-à-dire qu'un blé, c'est 4 milliards de kilomètres de racines. Bon. Eh bien, ces 4 milliards de kilomètres de racines seront mangés par la faune endogée pendant l'hiver et permettront à l'orge qui suivra, ou au colza, de s'enraciner. Alors, on voit que l'argile est produite en profondeur, l'humus est produit en surface, il y a une faune épigée qui aère le sol en surface et une faune endogée qui aère le sol en profondeur, mais comment argile et humus se rencontrent? Il faut bien qu'ils se rencontrent pour former le sol. Et ils vont se rencontrer grâce à une troisième faune que vous connaissez généralement tous, qui sont les vers de terre. Dans les pays tropicaux, ce sont les termites qui font le même rôle. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font? C'est les grands lombriques, hein, ce qu'on appelle la faune anécique. Ils habitent des galeries, eux, ils habitent des terriers. Ils ne sont pas comme la faune épigée, la faune endogée qui change d'endroit tout le temps. Eux, ils ont des galeries. Toutes les nuits, ils sortent. Ils laissent l'arrière de leur corps dans la galerie pour pouvoir rentrer dedans s'il y a un prédateur. Et ils prennent de la matière organique, ils l'emmènent, ils redescendent, là ils remontent de l'argile, ils passent leur temps parce que quand ils ont fait demi-tour, ils vident leur intestin pour former une crotte qu'on appelle le turricule. Et il se trouve que les vers de terre ont dans leur intestin une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium. Bon ben. Donc ils remontent de l'argile, et ils mélangent dans leur intestin de l'argile et de l'humus, et il se trouve que les argiles sont négatifs, les humus sont négatifs, et le calcium est un ion qui a 2 charges positives. Donc une charge positive va attacher l'argile et une charge positive va attacher l'humus. Et ils vont fabriquer du complexe argilo-humique. C'est les vers de terre qui fabriquent la Terre. Le premier scientifique qui va s'y intéresser, c'est Darwin. Darwin va être le premier à donner une échelle des restes humains. Hein, parce que si vous faites des profils, vous verrez que les pierres taillées, on les trouve en profondeur, puis les mosaïques romaines, puis les restes du Moyen-Âge. C'est pas parce que les hommes de la pierre taillée vivaient sous terre, hein, ils vivaient comme nous à la surface, mais c'est les vers de terre qui ont enfoui tous les restes humains. C'est pour ça que les archéologues passent leur temps à creuser des trous. C'est de la faute des vers de terre. Et en fait, Darwin a une idée très bonne. Il a mesuré la quantité de terre. Un ver de terre rejette son poids de terre tous les jours. Il a calculé simplement les distances qu'il y avait entre les restes humains. Et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'on racontait à l'époque. Hein. C'était la Bible, hein. C'était 5000 ans, la création de l'humanité. Donc, M. Darwin a été très prudent pour ne pas avoir la religion sur les bretelles. Mais il a montré que c'était beaucoup plus ancien qu'on croyait. Hein. Si vous mettez par exemple un pas japonais dans votre jardin, vous verrez que votre pas japonais va disparaître. C'est les vers de terre qui vont l'enfouir progressivement. Hein, souvent, quand je suis sur le terrain avec les agriculteurs me disent « Oh là là, j'ai mes cailloux qui remontent ». Alors, je leur explique que le vol lourd des cailloux dans la plaine, ça n'existe pas. C'est jamais les cailloux qui remontent, c'est toujours la terre qui s'en va. Hein, donc ne faites pas de mauvaises interprétations. Alors comment nous avons fait pour tuer nos sols? On a violé ces lois fondamentales. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous pouvez violer les lois humaines. Si vous faites choper par la police, vous irez en tôle. Mais c'est pas très grave pour l'ensemble de l'humanité. Mais quand on viole les lois universelles, les lois de la biologie, là c'est très grave. Alors comment on a fait pour tuer les sols? On a inventé deux armes de destruction massive des sols. D'abord la charrue.
Au début, les hommes, ils gratouillaient la terre avec les chevaux, c'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez, c'était Victor Hugo qui disait, pour montrer la fascination des hommes devant les grosses machines, une immense force qui aboutit à une immense faiblesse, voilà ce qui fascine les hommes. Ah, les mecs, ils bandent comme des fous devant un gros tracteur de 300 chevaux, ils en peuvent plus. Hein. Donc, ils bousillent les sols en les retournant. Première erreur, ils mettent la matière organique au fond. Or, il se trouve que tous les champignons du monde sont aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Tous les paysans qui ont eu l'occasion de planter un piquet dans le sol le savent, quand ils sortent le piquet, la pointe du piquet est intacte et le piquet est complètement rongé sur les premiers centimètres. Donc quand vous mettez de la paille dans le sol, vous ne faites plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système très étonnant que les anciens faisaient à peu près 2 tonnes de paille en France en 1900, ils avaient 4% de matière organique. Maintenant, nous avons 5 à 6 tonnes de paille en France et nous n'avons plus que 1,6% de matière organique sur l'ensemble du territoire. Nous avons divisé par 2 notre matière organique alors qu'on a multiplié par 2 les pailles. Pourquoi ? Parce que nous les enfouissons. Et à partir du moment où vous enfouissez, c'est fini, vous ne ferez plus jamais d'humus. Heureusement d'ailleurs pour la ville de Venise qui repose sur des piliers de bois, ces piliers de bois sont sous l'eau en anaérobiose et aucun champignon ne peut les écrouler. C'est pour ça que la ville est toujours là. Donc première erreur, enfouissement de matière organique. Et le nombre de gens que je vois en mettre du compost avant de planter un arbre passent leur temps à faire cette erreur qui est une erreur fondamentale contre les lois universelles. Deuxième erreur, on apporte les engrais chimiques. Qu'est-ce que font les engrais chimiques ? Ils stimulent les bactéries. Or les bactéries elles sont minéralisatrices, elles ne font pas d'humus, elles minéralisent. Et les bactéries elles se multiplient 20 fois plus vite que les champignons. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques ? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre en 1950 à l'hectare à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de vers de terre ? Les vers de terre, je vous explique, 2 tonnes à moins de 100 kilos, ok. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les vers de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus comme le fer, le calcium, etc., bien l'argile n'est plus attachée, l'argile s'en va, les rivières se chargent de boue dès qu'il pleut. C'est la dernière mort des physiques, c'est ce qu'on appelle la mort physique des sols. Votre sol part à la mer. Et c'est comme ça que vous ruinez un sol. Et c'est comme ça que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, moi je travaille avec des agriculteurs depuis 89, des gens en Beauce qui étaient très fiers de faire partie du club des 100 quintaux. Ils roulaient des caisses. À l'époque, ils avaient des blés qui, en génétique, étaient des blés à 110 quintaux. Donc ils faisaient presque le rendement génétique. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux et les mêmes agriculteurs font plus que 90 quintaux. C'est-à-dire qu'ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre. C'est pas la peine d'avoir une Ferrari, c'est pour rouler sur un chemin de terre, vaut mieux avoir une 2 chevaux. Hein, donc ça, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils ne valorisent plus la génétique de leurs plantes. Et on sait que cette génétique est valable puisque récemment, ils ont fait une expérience en Nouvelle-Zélande sur un sol qui n'avait jamais été labouré, jamais touché. Et ils ont fait 162 quintaux en semi-direct et ils ont fait 152 quintaux en labour. Donc ça montre que le potentiel génétique est bien existant, mais c'est nos sols qui sont à genoux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir faire une agriculture durable ? C'est reconnaître que la propagande des multinationales et de la propagande, c'est pas de la science. Il va falloir remettre de la science dans l'agriculture. C'est de la merde. L'agriculture n'a plus de science depuis 50 ans, elle n'a que de la technique, elle n'a que des produits chimiques, elle n'a que des grosses machines, c'est-à-dire qu'elle fait tourner le business agro-industriel. Mais cette agriculture n'est pas là pour nourrir les hommes, elle est là pour enrichir l'agro-industrie. Or, le problème qu'on a maintenant avec 7 milliards d'individus, c'est qu'il va bien falloir se décider à nourrir les hommes. Et nous avons maintenant 1 milliard d'hommes qui souffrent de la famine. Cool. Donc la révolution verte, c'est un échec total. Le problème, c'est que cette société qui est obsédée par le profit ne veut pas reconnaître ses torts. Elle ne veut pas reconnaître que la révolution verte est responsable de la famine d'1 milliard de personnes, c'est-à-dire autant d'habitants qu'il y avait en 1800 sur cette planète. Donc il va falloir changer complètement notre agriculture. Il va falloir, à mon avis, dissoudre des sociétés comme Monsanto, Novartis et compagnie, qui sont des assassins. Il va falloir qu'on crée une espèce de justice internationale. J'ai jamais été pour ces conglomérats-là. Big Pharma, ça fait longtemps moi, l'activité biologique des sols que je mesure, elle ne cesse de baisser depuis que je la mesure. Je la mesure depuis 89, est en baisse constante. Et quand je compare avec les chiffres du début de 1900, nous avons perdu à peu près 90% de notre activité biologique. Et en particulier, les grands disparus, c'est les champignons. Les champignons ont complètement disparu avec les engrais chimiques. Or, c'est eux qui font les humus. Et depuis qu'il n'y a plus de champignons, vraiment, les sols vont très très mal. Et c'est pour ça, là, tout à l'heure, vous parliez du BRF. Pourquoi le BRF a un effet tellement spectaculaire sur la relance de la vie des sols ? C'est que vous apportez de la lignine. C'est vous redonnez cette substance que seuls les champignons sont capables d'attaquer et vous remontez le C sur N.
C'est-à-dire, vous remontez le rapport carbone-azote. L'agriculture, elle n'a pas besoin d'azote, elle a besoin de carbone. C'est ça que les agronomes n'ont toujours pas compris. Ma Comme les fourche agronomes est avec ignorent cet tout homme, de la vie des Hugo sols. La chaire de Crutin. microbiologie des sols à l'agro a été fermée en 86. Là, vous avez devant vous un fossile vivant. D'accord? C'est pas tout à fait ça qu'il dit, Blake, mais il dit qu'il y aurait une manière d'améliorer assez facilement ce qu'on est en train de faire collectivement. C'est quand même hallucinant. Ils savent pas distinguer un Puis il s'attaque au profit, puis moi, s'attaquer au profit, je me les putain. rôles sont complètement C'est différents. tellement social. Donc si on veut remettre de la vie dans les sols, il va bien falloir qu'on mette de la science et qu'on arrête d'inventer des modèles artificiels type révolution verte, de donner le prix Nobel à un mec qui a ruiné 300 millions d'hectares de sol avec sa révolution verte. C'est pas ça le but. Le but, c'est de remettre de la science pour qu'on puisse à nouveau regarder les sols comme ils sont. Parce que le grand livre, c'est la nature. C'est pas derrière un ordinateur qu'on découvre le fonctionnement d'un sol. C'est en faisant des trous. Avec Lydia, on en a fait plus de 12 000 à travers la planète, depuis l'altiplano des Andes, en passant par les sols norvégiens et les sols d'Amérique et de Bornéo. Les sols, on sait comment c'est, parce qu'on en ouvre et qu'on regarde la faune, on regarde les racines. Mais c'est plus ce que font les agronomes. Voilà, je vais essayer de raccourcir. Et je vous remercie pour votre attention. Wow. Parle-moi un petit peu, c'est quoi qui vient de se passer là? Ouais, il y avait du stock là-dedans au pied carré en 15 C'est le fun aussi, c'était un agronome, là. C'est pas souvent qu'on en voit sur le show. Ouais. Un agronome qui est spécialisé dans les sols, donc la pédologie. Il y a peut-être quelques précisions. Pascal m'avait dit d'un air confus humus. Il pensait à humus la sauce, là, mais parce qu'il y a humus avec 2 M qui est la sauce que je pense que tout le monde connaît, mais il y a aussi humus avec 1 M que ça. En gros, sans rentrer dans les gros détails, il y a plusieurs sortes d'humus dans les sols. C'est la portion de matière organique qui peut avoir différentes caractéristiques selon si t'es dans la forêt boréale, dans la forêt décidue, la forêt tropicale, etc. En gros, c'est la fraction organique qu'il y a dans les sols. La terre noire, genre. Ouais, ça peut être noir, brun, souvent noir ou brun, tout dépendant du niveau de décomposition, à quel point il y a de carbone et ainsi de suite. Il y a ça. Quand il disait monter le ratio C sur N, puis qu'il parlait de la lignine, en passant, c'est la macromolécule qui fait la dureté du bois. Et il y a une majorité de champignons qui sont lignivores, là, qu'on dit, c'est-à-dire qui mangent la lignine, qui décomposent la lignine. Puis en mettant... certains d'entre nous autres ont peut-être déjà entendu parler du bois raméal fragmenté, le BRF. Non, peut-être. ça me dit rien. Let's go, on est là pour ça, man. OK. En gros, le BRF, c'est comme le nom l'indique, bois raméal fragmenté, c'est des rameaux des arbres qui sont récupérés, qui sont déchiquetés pour être utilisés en agriculture ou dans les jardins, whatever. En gros, là-dedans, il y a de la lignine plus qu'il y a du bois. Et en nourrissant les champignons, comme il expliquait, c'est les champignons en décomposant la matière carbonée, surtout la lignine qui va redistribuer du carbone dans le sol. Et l'humus est à base de carbone. Et comme il expliquait, là en agriculture, surtout en agriculture industrielle, on utilise surtout des engrais qui stimulent les bactéries. Puis quand il disait que les bactéries minéralisent, ce qui veut dire, c'est que les bactéries vont prendre la matière organique, ils vont la transformer en matière inorganique. Fait que d'un côté... un petit peu comme, mettons, les affaires de corail, là, tu sais, ils mangent de quoi, puis là, ils sortent ce qu'il y a de vie d'organique dedans, puis là, au final, il reste juste comme... quelque chose d'inorganique. Leur déjection, leur caca, mettons, ça serait le métal, puis la roche, puis les affaires qu'ils sont pas capables de digérer. Ouais, dans le fond, on peut dire ça comme ça, c'est un autre exemple. C'est ça, dans le fond, parce que en décomposant la matière inorganique, d'un côté, en la rendant inorganique, oui, ça rend des nutriments disponibles pour les plantes, mais d'un autre côté, tu perds ta matière organique, donc ton humus. Puis l'humus, c'est là qu'il y a toute la vie dans ton sol qui permet que les éléments peuvent circuler. Ouais, donc, ça prend un bon dosage de tout ça. Là. C'est ça. Puis comme il disait, les champignons sont 20 fois plus lents à se développer que les bactéries. Fait que si tu ajoutes des engrais chimiques qui stimulent les bactéries, en plus, là, tu viens de perdre la majorité de tes champignons, donc tu vas perdre ton humus. Et l'humus, comme je disais, c'est le milieu de vie des êtres vivants. Donc ça, c'est comme il disait, la première... Dans une autre conférence, il disait que la première mort des sols, c'est la mort biologique. Après ça, c'est la mort chimique, parce que les éléments chimiques se tiennent plus entre eux. Puis après ça, c'est la mort physique. Tu as de l'érosion éolienne et hydrique des sols, puis tu perds tes sols, basiquement. Ouais, je comprends. Je trouve ça assez fabuleux à quel point
on en sait des affaires, mettons. Tu sais, l'affaire de la forêt de Bornéo, 150 millions d'années, quand il parlait que les vers de terre avaient comme une glande qui était extra Riche en calcium. de calcium, qui avait comme 2 charges positives qui pouvaient annuler et la charge de l'argile et la charge de l'humus pour après ça être capable de mieux circuler entre les deux. Là. Ouais, J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Ça, on en ramènera du Claude Bourguignon. Ouais. Merci, Ben. Yes. Ça lisote pas pire à date, j'aime ça. Good. Ben, ça, pour faire suite à ce que tu disais concernant les vers de terre, une autre façon de dire ça, très vulgarisé, là, les vers de terre chient le complexe argilo-humique. Ce que les vers de terre chient, c'est comme ça qu'ils construisent les sols. Là. OK, bon. Ouais, puis qui font le lien entre la matière organique et inorganique. Merci. Fait que botanique, double fécondation. Grrr. All right. On va-tu voir des organes sexuels? De plantes? Ouais. Double clic. Techniquement, c'est de la porn. Techniquement, c'est de la porn. C'est comme quand que le monde amène un bouquet d'organes sexuels coupés à du monde. Chez tous les êtres vivants, la reproduction sexuée assure le brassage génétique et la diversité. Mais qui dit reproduction sexuée, dit également production des gamètes. Chez les angiospermes, la production des gamètes a lieu dans des parties spécifiques de la fleur. Examinons cette fleur de plus près. Les fleurs sont composées de plusieurs parties florales, toutes issues de feuilles ayant subi des modifications. Les parties les plus apparentes sont souvent les pétales parce qu'ils sont habituellement très colorés. Plus à l'intérieur se trouvent les structures reproductrices mâles et femelles. L'étamine est la structure reproductrice mâle. Elle est constituée d'un filet qui porte l'antère, lieu de production des grains de pollen. La structure reproductrice femelle se nomme pistyle. Elle est constituée d'un stigmate collant où se fixent les grains de pollen, d'un style et d'un ovaire. Dans l'ovaire se trouvent des ovules. C'est ici que la plante produit les gamètes femelles nommées sacs embryonnaires. Voyons comment se forment les gamètes. C'est dans l'ovule que se forme le gamète femelle. Ici, une cellule nommée mégasporocyte se divise par méiose. Des 4 cellules filles, une seule survit. C'est la mégaspore qui subit maintenant 3 divisions mitotiques successives et donne naissance au sac embryonnaire. Le sac embryonnaire constitue le gamétophyte femelle. À la suite de ces divisions, il contient 3 cellules antipodales, 2 noyaux polaires, 2 synergides et un noosphère. Pendant ce temps, les microspores, également issus de la méiose et situés dans l'antère, se divisent par mitose pour former le grain de pollen. Chaque grain de pollen contient 2 cellules, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Le pollen produit par une fleur est transporté vers une autre par le vent ou les animaux comme les insectes et les oiseaux. Lorsque le grain de pollen se fixe au stigmate collant, la cellule végétative produit un tube pollinique. La cellule reproductrice, qui migre aussi dans le tube, se divise en 2 pour former 2 spermatozoïdes. Guidé par les synergides du sac embryonnaire, le tube pollinique s'allonge dans le style jusqu'au micropyle de l'ovule. Wow! Le noyau de la cellule végétative dégénère et le tube pollinique déverse les 2 spermatozoïdes dans une synergide. Attends. Un des spermatozoïdes fécondera l'oosphère pour donner naissance au zygote, puis à l'embryon, tandis que l'autre s'unira aux 2 noyaux polaires pour former l'albumène, c'est-à-dire un tissu transitoire servant de réserve nutritive à l'embryon. À la pomme, genre autour de la graine. C'est parce que 2 spermatozoïdes s'unissent à des noyaux du gamétophyte femelle que l'on parle de double fécondation chez les angiospermes. Check est tout dilaté. Les angiospermes, burn, man! Et en gros, les angiospermes en botanique, c'est juste pour dire les plantes à fleurs. En gros, c'est ça le terme en botanique. Angiosperme, plantes à fleurs. Ouais, fait que la fécondation est double chez les plantes à fleurs. Ouais. Aïe, aïe, hein? Fait que t'as un des 2
Puis ça s'appelle des spermatozoïdes pareil. Oui. Il y en a un des deux qui s'en va faire les graines, puis l'autre qui va faire la chair de la pomme elle-même, genre, Ouais, par ben, exemple. c'est-à-dire, Le ouais. fruit, tu sais. Ouais, dans le fond, comme elle disait, le zygote qui va devenir la graine, ouais. Puis l'albumène, en gros, comme elle disait, c'est la réserve énergétique que la graine va utiliser pendant son développement. C'est ça, mais que la graine germe, dans le fond, c'est ça qui va être la réserve énergétique. C'est que c'est capoté, ça. Puis là, ben, je check ça ici, on est rendu à quoi, là? Je pense Ouais, qu'on serait rendu à jaser, là. Ouais, exact, pour Attends un faire petit peu. changement. Ouais. Dans le fond, ça, on va faire un quick comeback sur la pédologie, en lien, la pédologie qui est la science des sols, comme je disais tantôt, mais en lien avec les plantes cette fois-ci. Je suis curieux comme ça, avant que je tombe dans le vif du sujet, si je serais pour... Bon, là, vous le voyez, là, mais en tout cas, si je serais pour vous demander, ça serait quoi le pourcentage d'éléments qui constituent une plante, dans le fond, autrement dit, d'où ces éléments-là, en majorité, proviendraient? C'est souvent... Oui, on se dit la plante grandit parce qu'elle prend des affaires dans le sol, mais c'est faux, elle prend des affaires dans l'air. Ouais, ultimement, ça vient de l'atmosphère, exactement, c'est ça. 92 à 98% du poids sec d'une plante, c'est du carbone, l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, ben, ces éléments-là proviennent de l'atmosphère. Le carbone et l'oxygène dans le dioxyde de carbone et l'eau, donc l'hydrogène et l'oxygène qui provient de l'eau de l'atmosphère qu'elle absorbe par ses racines. Puis fait qu'une plante, autrement dit, ça se nourrit en quantité dans l'atmosphère, mais ça se nourrit en qualité dans le sol parce que malgré que les minéraux qu'une plante, prend dans le sol représentent juste 2 à 5% de son poids, il y a une trentaine d'éléments par contre qu'une plante va chercher dans le sol. Fait qu'une plante se nourrit en qualité dans le sol. C'est ça qui fait que si tu fais pousser une plante puis que tu lui donnes juste de l'eau, tout dépendant de l'espèce, on s'entend, là, puis elle peut être en mauvaise santé, mais elle va réussir à grandir, puis tu vas voir la vaste majorité de sa biomasse, là, visuellement. T'sais. Ouais, puis c'est pas la terre dans le pot, elle baisse pas non plus. C'est ça, exact. Ce qui fait que certaines personnes diront j'ai pas besoin de rien, de pas trop m'occuper de ça. La plante, elle pousse en apparence, mais elle va peut-être en quantité, mais elle sera peut-être pas en bonne santé, là, vu si elle manque de nutriments. Cette valeur, il n'y a pas de thermomètre où elle nous dit rien, puis on peut pas mettre la main sur son front pour voir s'il fait chaud. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive. Il peut avoir des signes, par contre, sur les feuilles. Si les feuilles jaunissent, souvent c'est l'azote qui tend à manquer en premier. OK. C'est un signe souvent. Ça, l'azote, elle le prend par les plantes, par les racines. Dans le sol, c'est exact. Ça, c'est comme un petit peu compliqué parce qu'on se dit il y en a dans l'atmosphère, mais on décide de le prendre par le sous-sol. Là. Ouais, il y a juste les légumineuses qui peuvent prendre le diazote qui est dans l'atmosphère. Il y a des shit, j'aime ça, c'est bon ça. Et on a ça ici aussi. Oui, toujours dans la notion de pédologie. Tantôt, Claude Bourguignon a parlé très brièvement là, de comment les plantes se nourrissent en nutriments dans le sol. Ça, c'est tiré d'une conférence de Helen Ingham, qui est une pédologue et biologiste américaine que j'adore. En gros, si on prend la rhizosphère, qui est en gros l'environnement qui entoure les racines dans le sol, là, pour faire bref, les racines des plantes sécrètent des glucides et des protéines. Et ces glucides et ces protéines-là, pardon, j'ai mis protéines au singulier en dessous, mais bon, bref. Ces glucides et ces protéines-là se retrouvent à être de la nourriture pour des bactéries et des micro-champignons qui vivent en périphérie des racines des plantes. Il y a une faune, là, carrément, qui est spécialisée là-dedans. Parce que si tu te fais une recette, comme Helen Ingham disait dans sa conférence, si tu fais une recette de gâteau, tu as surtout des sucres, ta poudre, ta farine, whatever, puis tu as ton œuf qui est protéiné, par exemple. T'sais. Tu mélanges les deux, ben, ça fait un peu cakes and cookies, là, comme Helen Ingham disait. C'est pour faire une analogie comparative. T'sais. Et bref, les racines des plantes sécrètent ça. Et il y a des bactéries, des micro-champignons, toute une faune qui se nourrissent de c'est des exudats racinaires qu'on appelle, qui se nourrissent de ça, qui vivent en périphérie des racines. Ça, c'est la première étape. Il y a d'autres étapes. On peut passer à la prochaine page lorsque tu seras prêt. En échange des exudats racinaires riches en glucides et en protéines que les bactéries et les micro-champignons consomment, en échange, ces bactéries-là, ces micro-champignons-là vont oxyder et donc solubiliser, rendre l'azote, le phosphore et le soufre solubles, puisqu'il va être oxydé. Et les plantes absorbent l'eau par leurs racines. Donc, en même temps qu'ils vont absorber l'eau par leurs racines, ils vont aussi absorber
l'azote qui va être oxydant en nitrate, le phosphore oxydant en phosphate, le soufre qui va être oxydant en sulfate, qui vont se retrouver solubilisés dans l'eau. Donc, quand la plante va absorber l'eau, elle va aussi absorber ces éléments. C'est comme ça que ça facilite son absorption en azote, en phosphore et en soufre dans l'eau. Donc, voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire pour cette page-là. Il y a une autre suite à ça lorsque tu seras prêt. Oui, désolé, je suis en train d'essayer de louer une chambre. Il y a du monde qui répond on the side. Pas de problème. Donc, ensuite de ça, là, je disais, il se développe une faune de bactéries, de micro-champignons, etc., en périphérie des racines. Là, il y a d'autres organismes du sol, des micro-arthropodes, des protozoaires, etc., qui vont manger ces bactéries et ces champignons-là que j'ai essayé d'illustrer avec les couleurs. Les micro-arthropodes et les protozoaires qui vont manger ces bactéries et ces champignons-là, ils vont rejeter, c'est-à-dire des acides, qu'on nomme en pédologie et en botanique des chélates. Ces chélates-là, ils vont se lier parce que tantôt j'ai mentionné que les plantes vont absorber des anions, donc phosphate, nitrate, sulfate, autrement dit des molécules qui ont des charges négatives. OK, là, certains diront qu'est-ce qu'il y en est des éléments positifs, comme le calcium, le fer, le potassium, le magnésium, etc. Ben, une fois que il va y avoir des micro-arthropodes et des protozoaires qui vont manger des bactéries et des micro-champignons qui vivent en périphérie des racines des plantes, ils vont rejeter des acides, des chélates. Ces acides-là vont se lier chimiquement aux cations, donc le fer, le potassium, le calcium, le magnésium, tout ça. Et ça va faciliter leur solubilité. Ils vont être plus solubles dans l'eau. Et encore une fois, c'est comme ça qu'ils vont être solubilisés, puis ça va faciliter leur absorption par les racines des plantes. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas trop vite. Non, c'est correct, c'est clair, c'est parfait. Là. Je veux dire, c'est le fun aussi de ramener le simple concept que c'est vraiment un univers. Il y a plusieurs affaires en interrelation, puis c'est bien plus complexe que juste tu plantes une graine, puis ça devient quelque chose. Puis ça se reproduit pour... mettons, chaque blé d'Inde que tu as mangé, il est arrivé cette affaire-là. Chaque pain que tu as mangé, il y a eu toutes sortes de graines de blé qui ont été... je trouve ça très, très intéressant. Je te remercie. Super intéressant. Là, on l'avait écouté tantôt, la double... Voilà. D'accord. All right. Bon, on peut le réécouter si tu veux, là, mais c'était le clip en haut de la double fécondation. Ouais, exact. Ouais, on l'avait déjà vu. C'est moi qui suivais pas le document comme il faut. Ouais, c'est bien good. Il n'y a pas de problème. Donc, on retourne dans de la botanique cette fois-ci, en lien avec Francis Allais, qui est un dendrologue français, autrement dit un spécialiste des arbres. Il y a quelque chose de vraiment particulier quand on compare la sénescence chez les humains comparée à celle des arbres. Avant de les comparer, en gros, la sénescence, c'est le processus de vieillissement d'un être vivant, si on le dit de manière très vulgarisée, là. Et en gros, la sénescence, c'est défini par la méthylation, c'est-à-dire que le processus de vieillissement ou la sénescence ou la méthylation, comme vous voulez, chez les humains, en gros... Attends un peu, là. Ouais. Pourquoi ça a 3 noms différents, là? Sénescence... Ouais, OK. La sénescence, en gros, c'est le programme de vieillissement d'un être vivant. Okay. Le programme, c'est que c'est genre les télomères à la fin de nos brins d'ADN, que quand on fait des photocopies, la cellule est de plus en plus comme... c'est probablement relié aux télomères, vu que les télomères jouent un rôle dans la sénescence. Dans la sénescence, OK. Je veux pas dire de bullshit par rapport à ça. C'est une très bonne attitude. High five, mon Lisa, t'es dans... En gros, mais ce que je sais concernant la sénescence, c'est que si on prend le programme de vieillissement chez un humain, c'est qu'en gros, quand un humain vieillit, ses gènes vont se désactiver au fur et à mesure que la personne vieillisse. Un nombre croissant de ces gènes vont se désactiver. Et c'est entre autres en partie pour ça qu'un humain physiquement, biologiquement se dégrade au fur et à mesure qu'il vieillit jusqu'à la mort. Chez les arbres, il y a un programme de sénescence, mais il est très différent. Autrement dit, la méthylation, la désactivation des gènes, comme je disais, il y a une méthylation, donc une désactivation de ces gènes jusqu'à l'automne. C'est pour ça, par exemple, que une fois rendu à l'automne, un arbre décidu, il faut le dire, là, un arbre qui perd ses feuilles, c'est pour ça qu'il va perdre ses feuilles une fois rendu à l'automne. C'est qu'il y a certains de ces gènes qui gèrent la biologie de la photosynthèse vont se désactiver, et c'est pour ça qu'il va perdre ses feuilles. Par contre, une fois au printemps, comme vous le savez, un arbre feuillu redéveloppe des feuilles. Donc là, il va avoir une déméthylation. Il va avoir, autrement dit,
toutes ces gènes qui ont été désactivés à l'automne vont se réactiver au printemps. Et ça marche comme ça de manière cyclique, de manière annuelle, pour ce qui est des plantes feuillues, évidemment. Donc, autrement dit, un arbre est immortel, à moins d'un facteur externe comme le tonnerre, une coupe, un parasite ou whatever. À quelques exceptions près, il faut le préciser. Techniquement, un arbre est capable de toffer rock'n'roll. Ouais, c'est ça. À quelques exceptions près, il faut le préciser. Plusieurs peupliers ou certains bouleaux, par exemple, vivent 50, 100 ans, tout dépendant des espèces. Il y a des exceptions, mais techniquement, un arbre est immortel à moins d'un facteur externe qui le tue, là, en gros. Hey, c'est OK. Ouais, Genre des humains, mettons. Là. Ah ouais? Ah oui, fun fact. Le riz a 50 000 gènes et les humains ont 26 000 gènes. Des fois, dans certains cas, on dit que l'humain c'est donc une machine complexe de génétique. Et oui, là, définitivement. Là. Mais en tout cas, je trouvais que ça ramenait une certaine notion d'humilité. Puis une des raisons principales à ça, c'est que les humains, on respire, mais on ne fait pas de photosynthèse. Le riz est une plante, donc elle respire, oui, elle fait de la photosynthèse first pour sécréter et produire des sucres et de l'énergie, puis ses tissus organiques. Mais pour soutirer l'énergie des glucides qu'elle produit pendant la photosynthèse, il faut qu'elle respire. Donc, étant donné qu'une plante respire et qu'elle fait de la photosynthèse et que ces deux processus biologiques qui marchent dans le sens inverse, parce qu'avec la respiration, tu pars avec de la matière organique puis tu finis avec de l'eau puis du CO2, si je vulgarise. Avec la photosynthèse, c'est l'inverse. Tu pars avec du CO2 puis de l'eau puis tu fais de la matière organique, dont des glucides. Ils sont capables de faire deux processus biologiques qui sont assez inversés. Puis c'est en grande partie ça qui explique que les plantes, dont le riz, par exemple, ont beaucoup plus de gènes que les humains. Ouais. Respiration et photosynthèse, j'avoue que c'est deux affaires pas pareilles. Là. C'est ça. Il y en a une qui survit au gaz, puis l'autre survit à la lumière. Ouais, c'est ça. Comme je disais, la respiration puis la photosynthèse, c'est des réactions biochimiques assez inverses parce que avec la photosynthèse, tu commences avec du CO2, de l'eau, puis de la matière, de la lumière, de l'énergie. Tu produis des glucides, donc de la matière organique, puis tu as de l'oxygène comme sous-produit. La respiration fait le chemin inverse de ça. Tu commences avec de la matière organique, comme nous, quand on mange, on oxyde. C'est de la matière organique qu'on mange. Puis des glucides, de l'énergie. C'est ça, entre autres, oui. Et on aboutit avec deux sous-produits finaux qui sont de l'eau et du CO2. Vapeur d'eau et CO2. C'est ça. Et les plantes sont capables d'aller dans le deux sens, biochimiquement. Fait que c'est les tabarnak! Ouais, ça explique en partie. Ça explique pas tout, mais ça explique en partie pourquoi les plantes ont autant plus de gènes que ça, que les humains. Oui, c'est ça. Il y a certains arbres aussi, surtout des arbres qui habitent dans des milieux très arides, donc très secs, qui émettent des COV, donc des composés organiques volatiles, dans l'atmosphère. Et quand les plantes évapotranspirent, autrement dit, quand ils émettent de l'eau vers l'atmosphère, on peut quasiment dire quand les plantes suent, là, c'est une autre façon de le dire, une autre façon de le dire de façon anthropomorphique. Il y a certaines plantes qui émettent diverses sortes de CO2, comme du formaldéhyde, du méthylmercaptan, de l'éthanol, etc. Et ces COV-là vont se lier à s'agglomérer sur l'eau, dans le fond, que ces plantes-là, la vapeur d'eau que les plantes vont avoir évapotranspirée. Ça, ces rébus-là aussi, ces affaires-là vont se lier à l'eau, puis monter dans l'atmosphère avec eux. C'est-à-dire, ils vont se lier à la vapeur d'eau, ils vont alourdir les agglomérats d'eau et ils vont faire retomber l'eau. OK. Ouais, parce que dans les milieux arides, c'est ça, le mot le dit, c'est des milieux très arides. Donc, c'est une façon que certaines plantes de certains milieux arides arrivent à recycler l'eau qui évapotranspire vers l'atmosphère pour en perdre une moins grande quantité. Ouais. Ça. C'est les Acacia caphra et les koudous. Ça, c'est particulier, là. Les Acacia caphra qui sont des plantes, les koudous qui sont des... ça ressemble un peu à des gazelles, là, si on veut, là, entre guillemets. Là. C'est des animaux que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Acacia caphra, ils émettent aussi des COV, donc des composés organiques volatiles, et qui vont alerter les autres Acacia caphra qui sont proches s'il y a un koudou qui vient manger de ses feuilles.
Ouais, les plantes se parlent entre eux autres pour réagir. Là. Ouais, c'est la façon résumée de le dire, effectivement. Wow. C'est pour ça que les koudous, quand ils mangent des feuilles d'acacia cafra, ils mangent toujours... c'est-à-dire ils vont se déplacer d'un acacia cafra à l'autre, toujours face au vent. Ben oui. Ouais, parce que c'est... Ou dos au vent, en tout cas. Ben non, mais face au vent, tu veux que c'est ça? C'est ça. Les phéromones ou le stuff qui va faire réagir les autres arbres, tu veux qu'ils s'en aillent dans l'autre direction. Ben c'est ça. Je m'étais pas trompé, c'est vrai de ça. Fait que là, c'est pour ça qu'ils se déplacent en mangeant des feuilles d'acacia cafra toujours face au vent. Et il y a des koudous d'ailleurs mais il y a certains koudous qui s'empoisonnent malgré ça. Ben oui. Mais tu joues avec le feu. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Tellement bon de la question. Puis, une autre affaire concernant les COV. Le haricot, quand il est attaqué par des pucerons, lui aussi va émettre des COV qui vont attirer les prédateurs, cette fois-ci des pucerons, pour l'alerter. Les pucerons, après tout, sont une source de nourriture pour d'autres. Donc, voilà. Est-ce que c'est cool, ça, pareil? Hein? Ouais, ça se parle, ces affaires-là. Là, on tombe dans ça vaut peut-être la peine de décrire l'image. Là. C'est des champignons qui sont bioluminescents, comme vous pouvez voir, qui ont des enzymes et des protéines qui permettent de faire de la bioluminescence. C'est quand même assez... c'est vraiment cool, effectivement. Pendant le Permien puis la période géologique, dis-je, du Permien puis du Triassique, il y avait eu une extinction massive qui avait wipe out environ 90% des espèces. Tabarnak, c'est beaucoup d'espèces, mais on est en train d'arriver quand même à ça. Il y a certains qui disent qu'on est dans la 6e extinction de masse. Tout à fait. Oui, effectivement. Celle-là avait été naturelle et c'était environ 250 millions d'années. Et ce qu'il y avait à comprendre, il y avait eu beaucoup de météorites et d'astéroïdes qui avaient frappé la Terre, qui avaient émis beaucoup de nuages de poussière et de débris aériens. Ce qui fait que la majorité des plantes ne pouvaient plus faire de photosynthèse puisqu'elles ont besoin de lumière. Hein. Donc, il y a eu une mort massive de plantes sur Terre. Mais les champignons, eux, ils n'ont pas besoin... Premièrement, ils n'ont pas besoin de lumière. Et deuxièmement, avec la mort massive de plantes et donc d'animaux herbivores et carnivores et ainsi de suite, il y avait des quantités phénoménales de matière organique à manger. Donc, les champignons ont hérité de la Terre pendant cette période-là. Et je vais sauter dans un autre sujet carré de la mycologie de même. Ouais. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, on connaît bien, comme on a vu tantôt, la pollinisation avec les insectes, avec les plantes à fleurs. Mais c'est pas nommé de la pollinisation en mycologie, mais ça s'apparente beaucoup à ça parce que dans le fond, les champignons, certains champignons émettent des odeurs pour attirer les insectes qui vont soit s'abriter et ou manger une partie des champignons. Et il y a certains de ces spores-là qui vont rester collés sur les insectes qui vont se déplacer et qui vont donc déplacer les spores avec eux. Donc, c'est un processus qui s'apparente quand même pas mal à la pollinisation. Oui, tout à fait. Oui. Et je sais pas si vous savez c'est quoi les mycorhizes. Je sais pas si pas du tout. OK. Claude Bourguignon les avait mentionnés au passage tantôt. Là. En gros, dans mycorhize, il y a deux mots. Myco, champignon, rhise, racine. Donc, c'est des champignons racinaires qui vivent en mutualisme avec les racines des plantes. Donc, sont bénéfiques, dis-je, pour les plantes parce que il offre une résistance contre les maladies, contre certains ravageurs aussi. Ils vont chercher parce que le corps du champignon mycorhizien, il peut croître plus vite et plus loin dans le sol, plus rapidement que les racines peuvent. Donc, il peut aller chercher des nutriments, surtout du phosphore, entre autres, plus loin et plus rapidement dans le sol en plus grande quantité. Ils vont chercher de l'eau aussi dans le sol qui vont fournir aux racines des plantes, entre autres. Comme je disais aussi, il offre une résistance modérée aux maladies, etc. Ce qui fait que ça contribue à la croissance de la plante. Et en échange, quand la plante fait sa photosynthèse, elle produit des sucres et en a fourni une partie aux mycorhizes en échange. OK. C'est du mutualisme. C'est pas mal cool, ça. Comme les pics-bœufs, c'est. Les pics-bœufs, tu dis? Ouais, avec les rhinocéros, là.
Ah, ok. Les pique-bœufs, c'est les petits oiseaux qui vont le manger les affaires entre les dents Ah, pis ok, tout. ouais, ok, Fait que c'est ça, ils ont ouais. comme une relation symbiotique. Ouais. C'est du mutualisme, effectivement. Ouais, mutualisme. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fun fact, les termites font de la myciculture depuis, je saurais pas dire depuis combien de temps, là, mais depuis très longtemps. Et autrement dit, de la culture de champignons. Et ils le font de manière complètement instinctive. C'est-à-dire que, bon, on voit une termitière sur l'image. Autour de la termitière, dans le sol, les termites vont creuser des trous qui vont aller dans le souterrain jusqu'à l'intérieur de leur termitière. Et ces trous-là, ces tunnels-là, je devrais dire, ont une circonférence bien précise, une longueur bien précise, et l'air circule par là et entre dans la termitière. Ils ont le système d'aération. Ouais. Fait que c'est la place pour les envahir. Genre, tu t'en vas là-dedans, comme John McClane dans le tunnel de... Voyons donc, c'est donc bien cool. Mais non seulement ça, c'est que quand, comme je disais tantôt, étant donné que ces tunnels-là ont une circonférence et une longueur bien spécifiques, ben, l'air qui rentre dans leur termitière a une température et une humidité bien spécifiques qui est idéale pour cultiver des champignons. Donc, les termites font de la myciculture, comme de la culture de champignons desquels ils se nourrissent. Ouais. Wow. Ouais. Wow. Et oui, c'est vrai. Fun fact, les animaux et les champignons, c'est parmi les règnes qui sont les plus proches en biologie. Il y a même certains biologistes qui vont même jusqu'à dire à considérer que c'est un super kingdom, là, comme les Anglais nomment, là, un supra-règne, j'imagine qu'on pourrait dire en français. Que ça serait un seul règne, dans le fond. Il y a eu une divergence entre les animaux et les champignons il y a environ 650 millions d'années. Fait qu'on a des ancêtres communs, en fait. Parmi les ressemblances principales, il y a le fait que autant les animaux que les champignons sont hétérotrophes, c'est-à-dire que c'est des mangeurs de matière organique, en gros. Autant les animaux que les champignons inspirent de l'oxygène et expirent du CO2 aussi. Les champignons, eux autres, ils font pas de photosynthèse pendant tout, ça respire, là, comme tu disais tantôt. Ben, l'autre disait ça tantôt, là, ils sont tous anges, comment qu'il disait ça, là, qu'il avait utilisé l'exemple du piquette, là, tu plantes le piquette, puis à partir d'1 pouce plus bas, ben, il n'y a plus de champignons parce qu'ils ont besoin de respirer de l'air. Exactement. Ouais, c'est ça, tous les champignons sont aérobiques, je pense que c'était ça que je cherchais. C'est ça le mot que je cherchais, oui. C'est ça, exactement. Pas anaérobiques que tu n'as pas besoin de respirer, ils sont aérobiques qu'ils ont besoin de respirer. Exact, c'est ça. Puis une des différences principales que j'avais trouvé quand même intéressante entre les animaux et les champignons, il y en a plusieurs, mais une des principales, c'est que la digestion chez les animaux, on le sait, c'est interne. On a un système digestif interne. La digestion chez les champignons est externe. C'est-à-dire qu'ils vont scanner, entre guillemets, analyser leur environnement, ils vont explorer leur environnement. Une fois qu'ils tombent sur quelque chose qui est potentiellement comestible pour eux, là, à l'extérieur de leur corps, là, de leur organisme, ils vont sécréter des acides et des enzymes qui vont prédigérer ce qui est dans leur environnement. What the fuck, pour vrai? Hein? Je savais pas ça. Et après ça, ils vont l'absorber. Ouais. Ils l'absorbent comment? Pas par leurs racines? Par leurs racines? Dans le fond, la structure... comment dire, dans leur organisme, les champignons, ils ont ce qu'on appelle des ifs. Les champignons sont dits, c'est pour ça que les champignons sont dits être des absorbotrophes. Ils absorbent ce qui est déjà prédigéré ou déjà digéré. Je comprends, ok. Puis c'est ça, c'est... c'est vraiment cool, ça, pareil. Wow! C'est plus que... C'est assez comme récent, entre guillemets, là, de comprendre le rôle complexe que les champignons ils ont avec les autres espèces. J'ai vu à quelque part que les arbres pouvaient communiquer comme entre eux autres aussi, via les racines, justement par les réactions des champignons, puis tout. Là, c'est très intéressant. On se fait lisoter solide. Là. Ah oui! Mais ça, il y a certains mycologues et certains écologues forestiers qui considèrent que le mycélium donc le corps du champignon, en gros, qui s'étend dans le sol forestier, c'est appelé le Wood Wide Web, là, comme l'Internet de la forêt, là, parce qu'il y a énormément
de plein d'affaires de l'eau qui circulent par là, des enzymes, des hormones. Oui, effectivement. Paul Stamets, qui est un mycologue américain, il avait évalué que ça dépend des écosystèmes, là, mais en moyenne, si tu prends la masse là, totale d'un sol forestier, en moyenne, c'est environ 30% fongique. C'est pour vous donner une idée. Là. OK. 30% Puis des on sols, les voit pas, mais ils sont là. c'est ça, le mycélium qui est sous le sol, proche de la surface. Ouais. C'est très intéressant. Yes. Fait que voilà. On peut continuer à scroller. Page. Yes. On s'en va ici voir. Les animaux, les espèces clés de voûte. Ouais, ça, avant de starter la vidéo, je pense que ça serait bien que je donne une petite précision sur c'est quoi des espèces clés de voûte en gros. Là. En gros, une espèce clé de voûte, c'est une espèce qui est extrêmement importante pour un écosystème, sans laquelle l'écosystème en question peut drastiquement se dégrader, voire s'effondrer. OK. En anglais, le terme pour espèce clé de voûte, c'est Keystone Species. Ça fait référence à, vous avez sûrement déjà vu le dessous, la structure sous-jacente d'un pont qui est comme en U inversé. Là. Oui. Ouais. L'arc de voûte, là, les Romains faisaient ça. C'est ça, exact. Ouais. Ben, c'est ça. Le Keystone, dans Keystone Species, ça fait référence à la roche, la pierre. La pierre de voûte, là, tu l'enlèves puis tout tombe. Exactement. Ouais, je comprends. Ça fait référence à cette image-là. Wow! Fait que là, on va aller voir quelques exemples de ça. Ouais. Ils peuvent pas changer les rivières. Oui, bien sûr. Les castors changent les rivières. En tuant les castors. Tu vas voir... One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years. That the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches. À part l'être humain, le castor, c'est l'animal qui a le plus d'incidence sur son environnement. Provided habitats for otters and le castor est aussi une espèce clé de voûte. And reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed in it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. Here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less
erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. C'est pas mal la chose la plus intéressante et utile que j'ai appris à l'université, je dirais. Quand j'étais en arc, on a appris le systémisme. Et c'est un petit peu comme une manière de dire que tu es tout le temps mieux de te responsabiliser. Si tu fais partie d'un système et que le système n'est pas parfait, a des problèmes, tu peux pas dire que c'est pas au moins un peu de ta faute. Et ben voilà, je pense qu'on a un bel exemple ici d'un système auquel tout... Voilà, c'était très intéressant. Ouais, définitivement. Puis c'est sûr, c'est très vulgarisé la manière qu'il décrivait, mais ça donne une bonne introduction à la notion d'espèce clé de voûte. Puis ce qu'il a pas parlé, il a pas parlé des castors, mais là, ça aurait pu faire une autre vidéo de 5 minutes. Tout à fait. Ben oui, parce que, oui. comme tu disais, comme je disais tantôt, le castor, lui, avec, est une espèce clé de voûte. Fait que là, c'est... Ben, ça change des écosystèmes. Ouais, ça crée des lacs. Là. Ouais, vraiment. Ouais, très, très, très intéressant. Ouais. Puis c'est le fun aussi parce que c'est pas, comment dire, c'est un exemple qui est proche de nous. Et 1995 aux States, c'est pas comme, mettons, 1930 en Chine. Puis ça, c'était juste un des exemples possibles. C'est vraiment cool. Yes. Fait que, ouais. Fait que pour cette section-là, on revient en quelque sorte un peu au début avec une perspective plus large et cosmique. Ce que je veux dire là, ça vient de Jean-Pierre Bibring, qui est un astrophysicien français que j'adore. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut commencer par mentionner, c'est que, bon, je t'avais déjà parlé de ça d'ailleurs, ce que je veux dire là, c'est que il y a une croyance, on peut pas mal nommer ça une croyance, d'après moi, dans la culture populaire qui veut que, il y a des millions, pour ne pas dire des milliards de galaxies, et chacune de ces milliards de galaxies-là ont des milliards d'étoiles qui ont chacune des planètes autour d'elles. Donc, peut-être. Ouais. Très probablement. Il y a des bonnes chances que oui. D'habitude, il y a des motons qui tournent autour. Ben ouais. Mais c'est ça. Fait que là, où je m'en allais avec ça, c'est que la conclusion, entre guillemets, que certaines personnes se diraient, c'est juste donc par haute statistique de haute probabilité, c'est sûr qu'il y a de la vie ailleurs. T'sais. C'est souvent la conception que plusieurs personnes ont. Ouais. Mais quand on rentre dans les détails, comme Jean-Pierre Bibring connaît, qui est astrophysicien, on se rend compte que non, c'est pas aussi évident que ça. Effectivement. Moi, je me souviens, Hubert Reeves, dans le début de sa carrière, lui, il était convaincu qu'il y avait plein de vie partout dans l'univers. Puis vers la fin, il disait je suis vraiment plus certain. Justement, mais parce le qu'il setup avait... est tellement complexe que c'est pas improbable qu'on soit peut-être la seule chose qui a réussi à arriver à quelque chose. On remercie les méduses. Puis les champignons. Ouais. Pour faire suite à ce que tu as dit à Hubert Reeves, qu'il était convaincu à la base, puis plus que ça allait, moins il l'était. Juste dans les années 70, ça fait partie de la conférence de Jean-Pierre Bibring, ce qu'il mentionnait. Si je me rappelle bien, c'était dans les années 60-70, dans ces eaux-là. Le mindset qu'on avait quand on a envoyé les premiers robots sur Mars, c'était les astrophysiciens se disaient on s'en va échantillonner la vie qu'il y a eu sur Mars. C'était ça le mindset qu'on se disait, il y a eu de la vie. C'était même pas une question. On va aller checker ça. Ouais, c'est ça. Combien de tentacules? Ouais, c'est ça, exact. Mais bref, je vais en venir au cœur du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie sur Terre résulte en grande partie de la théorie du chaos. C'est-à-dire que, en gros, expliqué de manière vulgarisée, la théorie du chaos, c'est que un système complexe qui se forme, et comme la Terre et la vie qu'elle porte, par exemple, les conditions qui ont mené à ce système-là
mais on peut parler de n'importe quelle planète, que ce soit la Terre ou n'importe quelle autre, là. Les conditions, l'énorme quantité de conditions qui ont mené à ce système-là se reproduisent à peu près jamais de la même façon. Ce qui fait que là, il y a ce qui fait que si on voudrait retrouver de la vie, parce que oui, pour retrouver de la vie, ben, ça prend un minimum de conditions de base là, pour en retrouver. Et si on reprend toutes les conditions qui ont mené à la vie, là, en haut les à étapes, droite, les grandes étapes. C'est ça. Au début, tu as le Big Bang, tout est ensemble, là, toutes les molécules, les particules sont pitchées partout, ça vient Exact. former des atomes. Exact. Ça forme d'autres affaires aussi, mais il y a une Ouais. batch qui deviennent des atomes. Là, il y a une batch d'atomes qui se collent ensemble pour faire des molécules, mais il y a des atomes qui sont restés de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'atomes qui sont restés juste peut-être des protons tout seuls aussi, là, Oui, des définitivement. hydrogènes de 1. Puis après ça, ben, tu continues les molécules organiques. Hein, là, ça devient compliqué. Là, ça, je connais plus rien. Là, Ouais, dans la molécule organique, là, on tombe dans la chimie organique. Après ça, et éventuellement, l'agencement des molécules organiques donne de la vie. Mais l'affaire, c'est que, comme vous pouvez voir, chacune de ces étapes-là pourrait aller, et sont allées, dans plusieurs cas, dans un paquet de directions différentes. Là, parce que on visualise souvent l'évolution vers la vie comme de manière dans un processus linéaire, unidimensionnel, mais comme l'image le montre, je veux dire, chacune de ces étapes-là peut aller dans un paquet de directions différentes. Effectivement. Et sont allées dans un paquet de directions différentes, d'ailleurs. C'est pour ça que... Les molécules organiques ont donné des plantes, des champignons, des humains, Et si on revient dans les étapes, il y a un paquet de planètes, si ça se trouve qu'ils n'ont juste pas de molécules organiques parce que l'évolution des molécules n'ont pas été vers là. Fait que, puis ça, c'est comme on voit sur l'image, c'est ultra vulgarisé, il y a juste 5 étapes, là. Mais des étapes comme ça, il doit en avoir des milliers, si c'est pas des millions. Là. Ouais. Fait que si on revient à les probabilités statistiques, mais avec cette perspective-là, on se rend vite compte que, ok, non, c'est vraiment pas garanti qu'il y ait de la vie ailleurs. Et il y a une image, entre guillemets, une réflexion par rapport aux lunes de Jupiter qui représente très bien ça. On va prendre les lunes de Jupiter, les 4 lunes de Jupiter qu'on voit en bas à droite. Ouais. Ces 4 lunes-là appartiennent à la même planète, ont été formées dans un temps, des périodes très similaires. Ils appartiennent selon des conditions similaires, vu qu'ils sont autour de la même planète. Exact. On peut présumer, Selon un certain nombre de conditions très similaires. Ils appartiennent au même système solaire, etc. Pourtant, il n'y en a pas une maudite de pareil. Même non seulement ils ne sont pas pareils, mais les 4 sont drastiquement différents. Oui. Fait que si les 4 lunes d'une même planète sont toutes drastiquement différentes, faites une extrapolation au cosmos, voir à quel point ça doit être diversifié. Et ça, là, je le dis de manière à apporter une réflexion, mais les découvertes des centaines d'exoplanètes qu'on a découvertes nous l'ont confirmé, en fait. Il n'y a pas une... C'est tout le temps différent. C'est toujours ultra diversifié. Il y en a une où il pleut des diamants, puis elle ici, ça c'est Encelade, c'est une planète, c'est un bloc qu'il pense qu'elle a déjà explosé, puis elle s'est reformée, puis c'est pour ça qu'il y aurait comme plein de plaques qui sont en train de se ficher. Ça c'est Ganymède, elle est en feu tout le temps. T'as Io aussi, c'est quand même assez varié, effectivement. Puis, qui dit des conditions ultra différentes dit réduire les probabilités de retrouver les conditions de base pour la vie. Donc, on se rend vite compte que, OK, là, il faut ajouter une nuance par rapport à ça. Certains disent oui, mais toutes les connaissances de base qu'on a concernant la vie sont terrestres. Fait qu'on ne sait pas à quoi les conditions qui mènent à la vie ailleurs pourraient ressembler. Effectivement, c'est complètement considérable, c'est valable comme argument, mais comme Jean-Pierre Bébring disait, oui, mais d'un autre côté, il n'y a pas un nombre de possibilités infinies qui mènent à la vie. Tu as besoin de certaines conditions de base, là, fait que bref, j'espère avoir été clair en remettant ça en perspective, que c'est pas aussi acquis là, qu'on va retrouver de la vie ailleurs là, quand on fait qu'on regroupe l'ensemble de ces aspects-là.
Chris, que c'est hot. Très bonne manière de nous... Et la tabarnak encore! Ouais. Là, on revient vraiment à la toute première page. Tantôt, c'est ça, au tout début, comme on mentionnait, il y a cette image-là de Voyager 1 en 90 qui a pris une photo de la Terre qu'on voit à droite dans l'image, qui est un pale blue dot, un petit point bleu pâle dans l'image. Et Carl Sagan a fait un speech quand il a vu cette photo-là, parce que ça, c'était la toute première fois qu'on voyait la Terre sur cette perspective-là. Il était comme aïe, ok. Puis il en a fait un speech et ouais, ça va être la vidéo, mais je vais juste mettre je vais juste mettre une précision sur ce qu'on va voir là. Il a fait un speech et Daniel Vogt, qui est un musicien, il a composé de l'instrumental par-dessus ce speech-là. Et il en a fait une toune, en gros, puis moi je trouve ça écœurant. Ouais, je pense que je l'ai en réserve. Je vais aller te la chercher pour tantôt. Devrais l'avoir dans celle que je t'ai envoyée, oui. Et, tu me l'as envoyé? Ça devrait, oui. C'est si tu descends d'une page, tu vas avoir le titre de la vidéo, le titre exact. Là? Daniel Vogt, Nova. Ouais. Nova. Ah ben c'est elle que j'ai. OK, ben déjà dedans. Parfait. Fait qu'on écoute ça. Ouais, ou sinon je te l'ai envoyé VLC. Headset. OK, alright. Yes. Ah non, je suis à mon affaire en esti. Alright. C'est juste, j'avais pas compris que c'était ça, le fichier de la tombe. C'est bien good.
Wow! Sacré voyage. C'était très touchant, ce steak-là. Il faut checker ça, nos affaires, effectivement. Là. Merci beaucoup, M. Ben Lizotte. On a parlé de biodynamie dans le chat. On s'en est parlé un petit peu ici. Il n'y a personne qui sait c'est quoi. Il n'y a personne qui sait c'est quoi. À suivre. On checkera ça plus tard. Ça nous amène à la fin de ton dossier, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on retourne ça ici? Reste-tu... Ah, il y a ça ici. C'est pas rien. C'est une belle bouche. Ouais, that's it. That's it. Une sacrée grosse. Moi, quand je suis allé au BC en 2004, j'ai couru parce que quand j'étais plus jeune, une des images qui m'a le plus fasciné que j'ai vu, c'était dans un livre pour enfants, puis il disait qu'il faisait des fois à des places, il faisait des tunnels pour les autos dans des arbres, encore debout. Puis je trouvais ça très impressionnant. Puis quand je suis arrivé au BC, le monde me disait non, ça n'existe pas, ça. Fait que j'ai été déçu. OK. Mais c'est quand même la chose que je préfère, les arbres. Là, quand que je voyage, quand que je vais visiter quoi que ce soit, c'est tout le temps... Tu sais, je me rappelle, j'ai passé un bon bout de temps au Danemark, puis le palais royal, ils ont planté un érable juste comme au coin, puis l'érable, il grandit depuis qu'ils ont fait le palais royal en 1200, genre. Puis là, ils tassent des briques une fois de temps en temps pour laisser la place à l'érable. Puis nice. c'est un esti de bel arbre. Je me rappelle aussi l'arbre qu'il y avait dans le parc à côté de Louis Armstrong, le parc Louis Armstrong en Nouvelle-Orléans. Les arbres là-bas, ça fait en tout cas. Ouais, moi, c'est pas mal la chose que je préfère voir des arbres. Un druide level 20 qui parle. Ouais, c'est druide. T'as mis le druide de nécromancien, là. Mais j'ai de la misère avec les affaires dégueulasses. En tout cas, chacun ses petits problèmes. Ben Lizotte, merci beaucoup. That's it. Merci bien gros de l'invitation. C'était super cool. Ben yes. On espère te revoir dans le futur. Pour l'instant, t'as été suivable nulle part, j'ai entendu dire. Ouais, vous pouvez m'ajouter sur Facebook si vous voulez. OK, je l'ai dit. Yes. Sinon, je pense qu'on va se taper une petite toune ici de Primus, puis de l'autre côté, vu que vous avez été généreux, puis que ça y tente. On va-tu avoir le droit d'avoir... je pense qu'on va avoir une belle surprise. Il nous reste beaucoup de bruit à avoir et de Mercronspi de l'autre côté de l'aventure, notamment Joe l'Indigo. Ça devrait brasser. Je double-clique pour finir ça comme il faut. Merci Ben Lizotte. On se rejase de l'autre côté du petit générique.